Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. La nouveauté de cette saison, c'est que tu peux désormais devenir une couche. Je suis sûre que tu en mourrais d'envie en rejoignant la communauté du podcast sur Patreon. Le concept, tu choisis un niveau d'abonnement mensuel allant de la couche de chocolat à la couche de vibranium et tu auras accès à plein de contreparties en fonction de ton choix. Alors vite, rejoins-nous sur patreon.com/première couche. Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N et première couche sans accent et tout attaché. Et maintenant, l'épisode. Ah, la maternité et les injonctions qui s'y réfèrent. Nombreuses, impossibles à réaliser selon le bébé qu'on a, souvent floues et toujours dépourvues de toute nuance, difficiles à contourner lorsqu'on manque de confiance en soi, encore plus dans la vulnérabilité extrême de la grossesse et du postpartum. Des injonctions qui parlent de faire du bien à ton bébé, ça ne peut pas faire de mal, si ? Si. Entre les règles qui te disent tout et son contraire, les études scientifiques sorties de leur contexte, déformées, simplifiées, pour n'en retenir qu'un infime morceau qui se révèle faux, et le martelage partout, tout le temps, différent entre la vraie vie et les réseaux, différent entre ta famille, tes collègues, tes potes et surtout l'extrémisme, c'est à y perdre sa santé mentale et ta confiance en toi potentiellement déjà vacillante. Camille a appris à être belle-mère avant d'être mère. Rencontrée à 4 ans, elle n'a pas connu la petite enfance de son beau-fils. Alors, à l'arrivée de sa fille, c'est à corps perdu qu'elle se plonge dans sa maternité, épaulée, pensait-elle, par les groupes Facebook d'allaitement, de portage, de maternage proximal, etc. Si certains ont toujours été safe et bienveillants, d'autres l'ont fait se sentir encore plus mal qu'elle ne l'était déjà dans un 4e trimestre difficile avec un bébé koala. Heureusement aussi entourée d'un village virtuel, c'est l'une après l'autre qu'elle a appris à se défaire de toutes ou presque les injonctions, à apprendre à se faire confiance et à lâcher prise, apprentissage qu'elle continue encore aujourd'hui avec son fils né l'année dernière. Bonne écoute! Salut Camille, merci beaucoup d'inaugurer cette saison 2 avec moi. Pas de souci, coucou. Alors, dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu ? Donc, je m'appelle Camille, j'ai 36 ans et j'habite dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Je suis Ça professeure s'entend. des écoles. Oui, ça s'entend. Je ne sais pas si je vais être capable d'écouter du coup l'épisode, mais pourtant j'essaie de me retenir, tu vois, mais il y a des moments où mon accent... Ah bah non, faut pas. C'est chantant, c'est agréable à écouter, moi je trouve. Il est toujours là, il partira pas, donc ça va alors. Non, surtout te retiens, surtout pas. Beaucoup trop de surtout dans cette phrase. Oui. Bref, fin de la parenthèse. Comment est-ce que t'as rencontré ton mec ? Écoute, on se connaissait vaguement quand on était plus jeune, puisqu'en fait c'était un des plus proches amis de ma sœur, qui est plus jeune que moi. Et je le voyais de temps en temps aux soirées que ma sœur faisait à la maison. Et il connaissait également le frère de ma meilleure amie de l'époque. Donc pareil, quand j'allais chez ma meilleure amie, je le croisais sans vraiment percuter, on va dire, puisque on a 3 ans d'écart. Et autant te dire que quand je faisais des soirées, j'avais 16 ans avec ma copine, les copains de son petit Oui. frère qui avait 13 ans, c'était un petit peu... Ah oui, 3 ans d'écart dans ce sens-là, ok. Oui, voilà. Et puis, on se connaissait, je veux dire, pas spécialement que ça. Je savais son prénom, je savais à quoi il ressemblait. Ma sœur me racontait ce qui lui arrivait dans sa vie, quoi, puisque c'était quand même, c'est toujours un de ses proches amis. Et puis, l'été 2017, je crois, je lui avais envoyé un message pour toute autre chose. Et on a commencé à discuter, puis le timing a fait que on est allé boire un verre et puis on a commencé comme ça à se fréquenter, on va dire. Et toi, t'as toujours voulu avoir des enfants ? Oui, moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis
j'ai pas envie de, je vais pas dire depuis toujours, mais disons que je me suis toujours vue avec une famille, avec des enfants, et c'est quelque chose, oui, que je voulais vraiment. J'aurais eu l'impression, c'est un peu fort, mais de rater ma vie, tu vois, si j'avais pas eu d'enfants. Mm. Et je le pense toujours actuellement, même si c'est pas toujours évident, loin de là. Mais c'est quelque chose, oui, qui était ancré en moi depuis longtemps. Et que finalement, avec le recul, heureusement que je n'ai pas franchi le pas avec d'autres personnes que mon copain. Donc, Ouais, il fallait attendre encore un peu. oui, voilà, il fallait attendre de trouver une personne saine d'esprit, on va dire. C'est mieux, on est d'accord. Enfin, pas toxique en tout cas. Tu découvert, la parentalité pas enfin différemment de beaucoup de gens, quoique peut-être de moins en moins différemment, mais parce que ton mec avait un mignon petit bagage. C'est ça, oui. Co comment comment est-ce que tu as vécu ça toi de commencer, ton entrée là-dedans sans que ce soit ton enfance, sans parce que j'imagine que tu le savais dès le début? Oui, oui, bah, de toute façon, j'ai su quand, je me suis encore quand ma sœur m'a dit ah, putain, j'ai un potin, Pierrick, il va être papa et tout. Et il avait, je crois, 22 ans ou 23 ans, donc c'était très jeune. Donc je savais qu'il avait un enfant. Je connaissais son fils. Alors c'est un bien grand mot connaissait, mais je voyais à quoi il ressemblait puisqu'il était là à l'anniversaire, au mariage de ma sœur. On était encore chacun dans notre relation, on n'était pas du tout ensemble à cette époque-là. Donc Ouais. j'avais vu son petit à ce moment-là. Je l'avais vu aussi au baptême de ma sœur et puis de ma sœur, pas du tout, de mon neveu, pardon. Mais donc je savais qu'il avait un enfant. Je savais que son petit avait un caractère très très fort. Et je savais que dans tous les cas, à partir du moment où on s'est dit qu'on était dans une relation sérieuse, qu'on s'engageait l'un vis-à-vis de l'autre, je savais qu'il avait ce bagage effectivement. Euh, c'est quelque chose donc voilà, qui était là, il fallait que je fasse avec. Je l'ai rencontré, c'était l'été 2017, donc il venait d'avoir 4 ans. Euh, mais moi, non, je l'ai rencontré en 2018, pardon. C'était à la période de Pâques, il me semble. Je l'ai rencontré, on est allé faire une balade, je crois que c'était au Pont du Gard. Et il a dit à son fils, ben voilà, c'est Camille, c'est l'amoureuse de papa, etc. Et il n'y a pas eu de... Ça s'est relativement bien passé, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et à l'époque, on n'habitait pas encore ensemble. Donc les week-ends où il avait son fils, on se voyait pas en fait tout simplement. Et puis Ouais. petit à petit la semaine, comme mon copain habitait chez ses parents, ben je passais les voir, il était là, etc. Et pour pas que la transition, soit difficile pour lui. Et ensuite, ben, on a emménagé ensemble en juillet, enfin l'été 2018. C'est ça. Donc là, ben, son fils est venu vivre avec nous une semaine, puisqu'il était en garde alternée. Et ça se passait relativement bien. Enfin, on avait une relation, enfin, cordiale. On n'a jamais eu non plus une relation très fusionnelle, lui et moi, parce qu'il avait quand même 4 ans, et voilà. Et du coup, j'ai découvert, ouais, comme tu dis, la parentalité un peu différemment des autres. Alors c'est sûr que c'est pas évident, on parle peu, je trouve, des beaux-parents dans ce sens-là, que ce soit des belles-mères, enfin c'est pas très beau comme terme, ça fait de suite marâtre, tu sais, mais on Oui, parle c'est vrai. peu, je trouve, des conjoints, oui, des beaux-parents en fait, tout simplement. Et Bah, c'est voilà. pas évident, et moi la chance que j'ai, c'est que ma sœur en fait est aussi belle-mère. Euh, D'accord. on pouvait échanger à ce sujet-là, même si la garde était différente, donc elle voyait moins sa belle-fille. Donc on a pu en parler. Et la chance que j'ai également, c'est que mon copain m'a jamais mis à part, mis de côté dans sa relation avec son fils. Donc il m'a de suite dit, écoute, quand il est avec nous, ben, on l'élève à deux, en fait, on l'éduque à deux. Donc Mmh. je te, je te contredirai pas si tu fais quelque chose. Enfin, tu vois, il m'a vraiment mis un poids sur les épaules. Impliqué. Mmh. Euh, Et vis-à-vis de son fils, il a toujours dit que ce que fait Camille, ce que dit Camille, c'est comme si c'était moi qui le faisais, c'est chez elle, donc c'est les mêmes règles, on habite ensemble.
Donc ça, je pense que c'est quand même c'est un point positif de sa part, quoi, parce que le petit n'a jamais pu jouer de ce truc-là. T'es pas Alors, il me le dira Oui, forcément à un moment donné, t'es pas ma mère, puisque c'est vrai. oui. Mais au début, voilà, on a joué comme ça, et quand il fallait le gronder, ou j'en sais rien, ou instaurer des règles, euh, mon copain m'a toujours dit, je te suivrai, quoi que, dans tous les cas. Donc C'est chouette. c'est chouette, oui. C'est chouette, et c'est aussi à double tranchant, je m'en rends compte un petit peu en le disant maintenant, dans le sens où c'est aussi un peu genre, je te le refile le bébé et tu fais comme tu peux, quoi. Ouais. Tu l'as vécu comme ça? Alors après, moi je pense que là, moi, c'est moi qui le prends comme ça, mais mon copain, lui, le pensait. C'était vraiment genre, ben maintenant il est là, tu es sa belle-mère, il faut qu'il s'habitue à toi, et puis s'il est pas content Hmm, parce que tu lui dis de pas faire ça, ben tant pis, quoi. ça marche. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à parler de faire des enfants ensemble? Ensemble, ça faisait. Alors, au niveau de la timeline, tu vois, on va dire, on a commencé à se fréquenter, c'était en septembre 2017, et puis vers mars-avril 2018, on s'est dit, voilà, c'est bon, on arrête d'aller fricoter à droite à gauche, on est sérieux, etc. Donc, c'était à peu près lui, il savait déjà que je voulais avoir des enfants, puisqu'on en avait parlé assez rapidement, et je voulais savoir, lui, de son côté, s'il voulait d'autres enfants. Parce que s'il n'en voulait pas, c'est clair que moi, j'allais pas du tout m'investir dans une relation, sachant que euh, Hmm, ben, il voulait pas d'autres enfants. Donc ça, on a mis les choses, enfin, j'ai mis les choses au clair assez rapidement. Je saurais pas dire quand, mais assez rapidement. Et donc, il savait que je voulais un enfant. Lui aussi en voulait d'autres. Donc, on était sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et je me souviens, c'était pour le nouvel an, donc 2018, enfin, le passage en 2019, tu sais, où il m'a dit, ben, c'est bon, arrête la pilule, on peut se lancer, quoi. Donc, bonne on va année. dire, tout début 2019, on s'est lancé. Et ça a dû fonctionner vite? Et ça a fonctionné, oui, très rapidement, puisque du coup, je suis tombée enceinte en mars. Donc, Ah oui! oui, non, c'était, ça a surpris tous les deux. Euh, c'était rapide, surtout que je sortais de à peu près 10 ans de pilule. Donc, Oui. Hmm. j'avais fait une pause quand j'avais quitté mon ex de peut-être 2 3 mois, puis après, ben, j'avais reprise au début de notre relation avec Pierrick. Et je pensais, comme on entend partout, que quand on est sous pilule pendant un moment, il faut que le temps se réhabitue, etc., etc. Et finalement, ben, en 3 cycles, c'était plié, quoi. Ouais, ça dépend vachement des gens, hein. Ben oui, enfin, Hmm. moi, je m'attendais à ce que ça prenne du temps, tu vois. Puisqu'autour de moi, pareil, que ce soit ma sœur, des amis qui étaient sous pilule, ça avait pas marché aussi rapidement. Et finalement, je te dis, enfin, j'ai arrêté la pilule en janvier et je suis tombée enceinte fin mars, quoi. Pas Donc, mal. c'était rapide, ouais. Et alors, comment se passe cette première grossesse? Elle se passe bien puisque c'est une grossesse qui était désirée. Euh, je suis très fatiguée. J'ai des vomissements, je ne sais combien de fois par jour, jusqu'au 5e mois à peu près. Donc j'étais bien dégoûtée. Tu Euh, m'étonnes. j'ai pas eu de nausées, donc ça c'était cool, mais je vomissais que ça rentrait, ça sortait, quoi. Donc D'accord, OK. au travail c'était compliqué. J'ouvrais la porte de la classe d'à côté. Ma collègue savait à mon regard qu'il fallait que je cours jusqu'à l'autre bout de l'école pour trouver les toilettes. À la maison c'était pareil. Enfin c'était vraiment, je mangeais, pouf, j'allais vomir et puis après ça allait mieux, quoi. Donc de la fatigue forcément parce que c'est pas évident puisque ça a duré, oui, 5 mois. Euh, J'ai pas eu de soucis particuliers. J'étais sous anticoagulant, je crois, au 3e trimestre. Donc je devais me piquer tous les jours. C'était la chose, on va dire, qui m'a le plus dérangée, entre guillemets. C'était ces Mmh. injections anticoagulants tous les jours. C'était un petit peu lourd, quoi. Mais sinon, J'ai pas compris ta phrase de tout à l'heure, ça s'est bien passé parce que c'était une grossesse désirée. Je pense qu'il y a un truc derrière, mais je comprends pas trop le rapport. ah oui, dans le sens où ça s'est bien passé parce que, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était une grossesse qui était parce que je pensais toujours à mon beau-fils c'était un contexte tellement différent. C'était, ben, je sais pas, ça s'est bien passé parce que c'était un bébé qui était attendu. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bref, toi, c'était un bébé attendu et en plus, ta grossesse s'est bien passée. Enfin, 5 mois de vomissement, quand même. Oui, oui, non,
Et tu vois, peut-être que mon inconscient dit des choses, je ne sais pas. Bon, on va dire que ça s'est bien, c'est une grossesse qui s'est bien passée, mis à part les 5 mois de vomissement. Dans le sens, je pense que je vais vous dire que ça s'est bien passé pour Léonie, quoi. Enfin, elle était bien, il n'y a pas eu de complications, il n'y a rien Ah eu. oui, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ça J'étais marche. arrêtée assez tôt, puisque c'était, je crois, au cinquième, sixième mois, j'étais arrêtée. Donc j'ai bien pu larver jusqu'à la fin de mon accouchement, quoi. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Ça, Ça, c'est c'est bien, chouette. ouais. On en profite. T'avais prévu quoi pour ce premier accouchement? Bah déjà, est-ce que t'avais prévu quelque chose pour ce premier accouchement? Alors, j'avais fait un projet de naissance. Et il y a eu ça s'est passé déjà. Alors, petite parenthèse médicale, enfin, on va essayer. Les injections anticoagulantes que je prenais n'étaient pas compatibles. Le produit n'est pas compatible avec la péridurale. Donc, au troisième trimestre, c'est au rendez-vous, je crois, du huitième mois quand c'est obligatoirement à la maternité. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais puisque j'étais suivie par Chez une moi, c'est sage-femme aussi comme ça. libérale, au huitième mois, bim, on va à la maternité, etc. Et mon cas est passé en commission de staff, je ne sais plus le terme exact, puisque du coup j'étais sous anticoagulant à cause d'une mutation génétique que j'ai qui m'a été transmise par mon père, qui fait que je suis plus sujette aux phlébites, aux thromboses, etc. que la population normale, et particulièrement pendant la grossesse. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis sous anticoagulant, qui n'est pas compatible avec la péridurale. Donc à partir de là, ils m'ont dit, ils ont commencé à parler de déclenchement. Bon, moi dans ma tête, c'était pas du tout, c'était pas ce que j'avais prévu, même si Ouais. on ne voit pas grand-chose ça se, pour la fin. Et neuvième mois, donc ils m'ont dit, c'est sûr, on va vous déclencher, on va faire ce qu'ils appellent une fenêtre thérapeutique. Et c'était genre 15 jours avant mon terme. Donc il fallait que j'arrête mes anticoagulants le dimanche et que j'aille à la maternité le matin, le lundi à 7h pour être déclenchée, pour pas que je reste trop longtemps sans anticoagulants non plus. Donc voilà comment la grossesse est terminée, on va dire. Et Est-ce que ça a fonctionné, cette fenêtre thérapeutique? ah, pas du tout. C'était. Pas du tout. Alors, je suis rentrée à la maternité le lundi à 7h et je pensais naïvement que lundi soir, j'allais avoir ma fille dans mes bras. Est-ce que j'étais naïve? J'ai accouché pratiquement 7 jours après. Donc, en fait, donc on rentre à la maternité, auscultation, blablabla. Mon col était déjà un petit peu favorable, mais pas non plus truc de fou, puisque j'étais à 39 semaines et des poussières. Et la sage-femme me pose un tampon, je crois que c'est de Propès, il me semble, un tampon censé aider à dilater le col, etc. Donc on est dans la salle de naissance, elle me pose son petit tampon et tout, et je commence à avoir des contractions que je trouve insurmontables, si j'avais su. Et donc au bout de, je sais pas, moins d'une heure, j'étais sur mon petit ballon, et là je dis à mon mec, dis-lui qu'elle vienne parce que qu'elle vérifie, c'est pas possible. Donc la sage-femme revient pour me dire que ça n'a absolument pas bougé. Je lui dis, quel est ce Mmh. pourquoi j'ai mal Ah ben des fois ça fait elle savait pas trop m'expliquer. Après ma fille était placée elle avait son dos contre ma colonne. Donc en fait les contractions étaient j'ai eu des contractions que dans le dos. Donc là Mmh. peut-être que ça avait Apparemment, ça fait accéléré. tellement mal. Voilà, j'ai eu la joie de découvrir ça. Bon, au bout de quelques heures en salle de naissance, rien ne se passe. On me renvoie dans ma chambre en me disant que 24 heures après, le tampon, il faudra le changer, blablabla. Je ne fais pendant ce temps-là toujours pas mes anticoagulants puisqu'il fallait encore attendre. Le lendemain matin, on me redescend encore en chambre. J'étais toujours à jeun puisque du coup, il fallait quand même espérer que le tampon fonctionne. Donc, je pouvais pas manger. Donc, je commençais déjà à être d'une humeur un petit peu désagréable, on va dire. Le matin, on m'enlève le tampon, on m'en met un autre qui n'a pas du tout fonctionné non plus, hein. Et ça, c'était donc le mardi. Mardi, fin de journée, rien ne se passe non plus. Mercredi matin, changement de gynéco, je crois, etc. Mon cas passe toujours encore en staff. Et là, le gynéco vient me voir et me dit que ben, la fenêtre thérapeutique est stoppée puisqu'on est à 48 heures sans anticoagulant et qu'il faut que je me fasse une injection ce matin. Donc là, je commençais déjà à être un petit peu fatiguée, énervée. Je suis quand même à la maternité depuis lundi. Et puis on me dit pas vraiment la même chose. On me dit oui, alors le tampon ça fonctionne pas, mais c'est normal, il faudrait plutôt faire le ballon, et puis ci, et puis ça. Et moi là, j'ai qu'une envie, c'est me barrer chez moi avec ma fille. Ouais. Donc le gynéco me dit vous allez pouvoir faire vos injections, et puis on vous renvoie peut-être chez vous. Et là, je me souviens que j'ai un petit peu vrillé contre lui. Et je lui ai dit, mais en fait, non, on va arrêter de me faire faire des allers-retours. J'ai dit, là, je fais les anticoagulants, on attend encore 24 heures que
que la fenêtre thérapeutique puisse s'ouvrir. Mais je rentre pas chez moi, je lui dis c'est mort. Enfin, donc il m'a dit ok, pas de souci, on va voir, etc. Mais moi j'avais dit à mon mec je ne pars pas de la maternité en fait, c'est bon. J'ai l'impression d'être, tu sais, un cobaye quoi. Donc du coup, j'ai un Style de 24 heures à Camille. tuer à la maternité. Entre-temps, les sages-femmes qui passent et qui me disent mais c'est la première fois qu'on voit un protocole comme ça qui est arrêté en plein milieu, c'est pas normal, blablabla. Donc Hmm. ça n'aide pas à me Tout ce calmer. qu'il faut pour... Oui, c'est ça, tout ce qu'il faut Voilà. pour te calmer, quoi. Donc ensuite, ça c'était mercredi matin, donc on arrive au jeudi matin, où ça fait donc 24 heures. On me dit c'est bon, la fenêtre thérapeutique, on va l'ouvrir à nouveau, on va vous mettre notre tampon. Et là je dis non mais les gars, c'est le troisième tampon, au bout d'un moment, enfin, faut quand même pas sortir de Polytechnique pour se rendre compte que ça fonctionne pas quoi sur moi. Oui, mais vous comprenez, blablabla. Donc super, on me remet un tampon qui là ne fonctionne toujours pas, tu vois. Donc là, je suis fatiguée. Enfin, on est depuis lundi à la maternité. Mon mec, en plus, il avait pas posé, il avait commencé à poser ses jours, ces 3 jours là, tu sais. Naissance, oui, les jours de naissance. Voilà, naïvement, on pensait que lundi c'était torché cette histoire, quoi. Dalle. Donc là, le moral Ah. commençait bien à baisser. Et puis on arrive au vendredi où enfin on me dit on va vous mettre la perfusion d'ocytocine. Je dis merci beaucoup. Donc là, on est vendredi matin. Je crois que c'est vers 10 heures à peu près qu'ils me descendent en salle de naissance et qu'ils me mettent la perfusion. Et qu'on attend, encore une fois, hein, puisqu'on a attendu dans les 6 salles de naissance depuis lundi. Hein, je commence à les connaître par cœur. Euh, et donc, on attend que la perfusion fasse effet. J'ai des contractions, mais rien de. Et tu vois, je vois sur le monito, c'est pas, ça fait pas des pics, monte pas super haut. Enfin, je les sens même Oui. pas. Et puis la sage-femme me propose de percer la poche des os pour accélérer le travail, ce que j'accepte. Mais elle me dit on va quand même faire la péridurale avant, ce que j'accepte aussi puisque j'avais lu comme beaucoup d'entre nous hein, qu'une fois que que la poche des os est percée, les contractions sont beaucoup plus douloureuses. Donc j'ai ma péridurale, tranquillou, tout se passe bien. Elle me perce la poche des os et rien ne se passe. Enfin c'est le calme plat. Je me souviens de la sage-femme qui avait son petit pour percer la poche, elle a comme une espèce de canule. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais elle avait une espèce de canule pour Je ne peux pas accrocher. dire. Donc elle a son truc, elle a ses mains à l'intérieur. Hein. Puis elle me regarde comme ça, et puis elle me dit j'attends une contraction. Hein. Et là on rigole toutes les deux, et puis avec mon copain aussi, parce littéralement, j'ai l'impression d'être une vache, quoi. Elle a ses mains à l'intérieur, tu sais, puis on attend, puis on se regarde dans le blanc de l'œil qu'une contraction arrive, pour qu'elle puisse percer la poche en même temps. Puis au bout de 2-3 minutes de rigolade et de silence un petit peu gênant, elle se dit bon, ben on va pas attendre les contractions, je vais percer la poche maintenant. Hein. Oui, oui, allez-y, hein, faites. De toute façon, niveau intimité et niveau, on va dire, tout le monde voit ton intérieur, donc je n'étais plus à ça près. Et donc elle perce la poche des os et puis ça avance lentement, lentement. Il y a le changement de garde, donc je crois que c'est à 8 heures le soir, il me semble, ou 18 heures ou 20 heures, je sais plus. Et rien ne se passe, enfin, j'ai des contractions mais qui sont largement supportables. J'ai la péridurale, remarque, tu vas me dire, mais je me sens pas inconfortable, je me sens... tout va bien, quoi, j'en ai juste marre, je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai faim, enfin, comme tout le monde, quoi. Et puis vers 19-20 heures, la sage-femme, la gynéco de garde arrive et me dit ah, il faut quand même un petit peu que ça avance. Ça fait un moment que le travail est lancé et que ça avance très très lentement. Puisque j'ai commencé, je crois que j'étais dilatée à 2 et là on n'était même pas à 5. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Ça prenait bien son temps, quoi. Et elle me dit si d'ici 22 heures, rien n'a bougé dans le bon sens, ce sera une césarienne. Et là, j'ai mal vécu entre guillemets. Enfin, on m'avait jamais parlé de césarienne. Enfin, tu vois, je pouvais m'asseoir, elle m'aidait à me mettre à genoux, les sages-femmes. Enfin, la péridurale était très bien dosée, donc je pouvais me mettre dans n'importe quelle position sauf debout. Et là, la gynéco qui arrive et qui me parle de césarienne, surtout que le cœur de ma fille, enfin, on m'a jamais dit par exemple qu'elle était en détresse ou qu'elle fatiguait ou quoi que ce soit. Donc là, elle me parle de césarienne, donc ça m'a un peu refroidi, on va dire. Et puis, je pense qu'il a suffi que mon corps entende le mot césarienne pour qu'il se décide à Ah non, pas accélérer. ça. Allez, on y va. On y va. Donc là, c'était
Ça a été intense puisque, oui, là, je te dis, c'était vers 19-20 heures, il me semble, et ma fille est née à minuit et demi. Ah oui, Voilà, donc, mais c'était, après, ça a été assez rapide, mais le souci, entre guillemets, c'est que du coup, la dilatation, etc., ça allait beaucoup plus vite que ce que la péridurale faisait effet. Donc, en je fait, vois. au bout d'un moment, ben, la péridurale, elle ne fait plus effet. Donc, enfin, je sais pas comment expliquer, mais oui, elle faisait plus effet puisque j'appuyais sur ma dose là, et puis j'appelais l'anesthésiste, sauvez-moi, sauvez-moi. Il me dit, mais je peux pas vous mettre d'autres doses, madame. En fait, là, ça va, votre corps, enfin, ça va trop vite par rapport à la péridurale. Donc, à partir de là, je sentais tout. Donc, autant te dire que les contractions dans les reins, c'était une souffrance, enfin, atroce. Euh, j'ai trouvé ça horrible. Moi, je sentais vraiment tout. On n'était pas nombreux dans la salle de naissance, hein. Il y avait que mon copain, il y avait une aide-soignante et la sage-femme, mais on n'était que deux dans les salles de naissance, donc elle passait vraiment elle était vraiment disponible, etc. La respiration, autant te dire que je m'en fichais complètement. Mon mec qui était là avec son remisateur, j'avais qu'une envie, c'était lui écraser sur la tête. Enfin, c'était très compliqué. Intense. Hmm. J'ai pas, tu as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit intense. Voilà, très intense. Et après, elle me propose du Méopa, je crois que ça s'appelle comme ça, le gaz hilarant, là, pour Ah justement. oui, hmm. Mhm. Sauf que j'ai fait un espèce de bad trip avec ce fichu gaz hilarant. Je voyais. Alors, je rigolais, bien sûr, mais je rigolais, puis je pleurais après, puis j'avais l'impression qu'on me coupait les jambes. Enfin, c'était. Mon copain, lui, me regardait, genre, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est défoncée, qu'est-ce qui se passe, quoi? On en rigole encore parce que j'avais l'impression que mes pieds marchaient, étaient séparés de mon corps. Enfin, je disais des trucs complètement Ah oui, ça fait de l'effet chez toi. Ah oui, oui, ça m'a fait. Mais ça n'a absolument pas enlevé la douleur. Enfin, tu vois, ça m'a. Juste après, j'avais mal à la Ouais, tête. hmm. Et puis enfin, la sage-femme me sort le mot magique, enfin la phrase magique, dilatation complète. Donc moi, j'étais là dans les starting blocks, je dis, ah, c'est bon, on y va. Elle me dit, on va attendre qu'elle descende dans le bassin. J'ai dit, comment ça, on attend? J'étais là, je suis pas prête à J'attends attendre. depuis une semaine là. Donc elle me dit, ben, on peut essayer de pousser si vous voulez et tout. Je dis, ah oui, 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 on va, on y va, on y va. Et en fait, je sais pas pourquoi, sur le moment, j'ai oublié tous mes cours de préparation à l'accouchement, comme beaucoup, je pense. Et j'ai fait tout Ouais. l'inverse de ce que ma sage-femme m'avait dit, c'est-à-dire qu'au lieu de souffler, tu sais, enfin moi, ce qui m'a fonctionné pour moi, c'était de prendre une grande inspiration et de souffler comme si tu soufflais dans une paille, tu sais. Et Oui. là, je Hmm. sais pas pourquoi, le jour J, qu'est-ce que je fais? Je prends une grande inspiration, je bloque, je pousse, je tombe dans les pommes. Donc, donc c'était Ah oui. ah non, mais complètement. Et mon mec me dit, mais t'es devenue d'une couleur hyper rouge. Et en plus, je sais pas, et je suis tombée dans les pommes pas longtemps du tout, hein, mais je suis partie, on Oui. s'est Hmm. allongé. Il y avait l'aide-soignante qui me frottait les joues. Camille, Camille, allez, on se réveille, on se réveille, on se réveille. Moi, j'avais l'impression d'être partie pendant un long moment et j'ai même cru que j'avais accouché, tu sais. Et quand je me réveille et que je vois mon ventre, je dis, ah, c'est pas possible, quoi. J'avais pensé naïvement, tu sais, être tombée dans les pommes et ben, que j'avais accouché tranquillement quand j'étais évanouie, quoi. Donc, Sans douleur. voilà. Donc, l'aide-soignante qui déjà m'appelait par mon prénom, et quand je reviens à moi, je dis à mon copain, je dis, mais comment elle sait comment je m'appelle? C'est le truc qui m'a. Alors quand. Pardon. C'est marqué partout. Ah oui, oui, non, mais c'était compliqué. Et puis après, donc là, il s'est passé, je dirais il me semble 1 heure et demie, où j'ai souffert comme jamais, hein. J'ai souffert avec cette péridurale qui marchait pas, mes contractions ben, qui s'intensifiaient, la petite qui descendait, et je sentais tout en fait. Je dis quel est l'intérêt d'une péridurale si je sens tout, c'est pas possible. Enfin, j'en pouvais plus, j'étais littéralement au bout de ma vie, donc de moins en moins aimable envers toutes les personnes qui étaient dans cette petite salle. Et puis après, j'ai senti, tu sais, qu'elle descendait, quoi, puisque j'ai dit à mon copain d'appeler la sage-femme, qui vient et qui me dit, mais qu'est-ce que ça vous fait comme sensation? Et je lui sors gracieusement ben, que j'allais me faire caca dessus, en fait, tout simplement. Bon, je l'ai dit de façon un peu plus vulgaire, hein. J'imagine très bien. Voilà, c'est ça. Et donc, elle a rigolé, puis elle m'a dit, ben, c'est bon, c'est le moment. Et là, j'ai réussi à pousser comme la sage-femme m'avait montré. En 3 poussées, elle était dehors. Et je me souviens que mon copain m'avait dit que lui voudrait être aux premières loges pour voir l'accouchement, tu sais, être face à moi. Et pendant Mm. toute la grossesse, je lui avais dit, mais c'est mort, même pas en rêve et tout. Là, le jour J, autant te dire que moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle sorte. Et lui, où il était, je m'en foutais complètement.
Donc après, il m'a vu, il m'a dit c'était trop bien, c'était trop fou, j'ai vu la tête, elle a tourné et tout. Donc lui, il était vraiment dans le truc médical. Et ben, à minuit 40 précisément, ma fille est née et en 3 poussées. Donc la fin était quand même, j'étais quand même contente, on va dire, de l'accouchement puisque j'ai pas, étonnamment, j'ai pas eu mal, tu vois, je l'ai senti, mais j'ai pas senti autant de douleur que quand il y avait les contractions, quoi. Ouais, là, finalement, la péridurale a réussi à rattraper un petit peu, Voilà, c'est ça. le Sur la fin, truc. où c'est le mental, où c'est, enfin, on est tellement, je, comment, je sais plus le mot, mais transfiguré, on va dire, quand on accouche, que je sais pas si mon corps a décidé peut-être de. Mais bon, Ouais. j'ai pas eu le cercle de feu, tu vois, j'ai rien eu en 3 poussées, elle était dehors, donc c'est l'essentiel, quoi. Et alors ce 1er contact avec ta fille? Bizarre, enfin, bizarre. Je dirais que j'étais en mode, c'est pas possible, c'est un petit humain minuscule, puisqu'elle faisait 3 kilos. Bon, elle était pas non plus très petite, mais 3 kilos, tu sais, puis. Je la regardais et puis elle me regardait et puis j'étais en mode mais c'est moi qui ai fait ce petit truc. Enfin, et son père à côté qui pleurait. Il dira qu'il a pas pleuré, mais lui bien sûr qu'il a pleuré. Moi je pleurais aussi. De fatigue, de faim, de soif, tu sais. Puis elle me regardait, elle a Mmh. pas pleuré de suite. Pareil, moi je m'attendais, tu sais, tomber tu accouches, ton bébé il hurle et tout. Ben non, elle me regardait comme ça et je la regardais et j'ai pas eu tu sais, cette vague d'amour dont on nous parle tout le temps, qu'on voit dans les films, qu'on voit sur les mères parfaites racontent, etc. J'étais juste choquée, on va dire, fatiguée et choquée, et en même temps, je me répétais en boucle, mais c'est ma fille, c'est ma fille, c'est moi qui l'ai, enfin, c'est mon bébé, mais j'étais un petit peu comme si j'observais, tu sais, ce qui se passait. Oui, mmh. Comme si mon cerveau était en Extérieurement. retrait, quoi. Mmh. Et du coup, après, elle est partie avec son père, puisque moi, j'ai commencé à faire une hémorragie. Et le gynéco a fait sortir ben, la petite et son père. Et pendant ce temps-là, j'essayais un petit peu de me dire, ah, c'est bon, j'ai accouché, je suis maman. Ma vie a changé complètement. Et j'étais dans un état un petit peu second, surtout qu'après, ils m'ont fait une grosse dose de péridurale pour la révision utérine. Donc j'étais complètement, en plus, ils m'ont ordonné du gaz hilarant. Là, donc Du gaz? Ouais. complètement, enfin, j'étais encore un peu dans les vapes. Et j'ai été vraiment, mon corps et mon esprit étaient comme séparés, tu vois. C'était plus la fatigue, puisque depuis lundi, on était à la maternité. Enfin, tu vois, j'étais en mode, je veux dormir, je veux boire, mais enfin, c'était très bizarre, quoi. L'hémorragie t'a pas fait peur? Tu as été bien accompagnée là-dessus? Pour cette fois-ci, oui, enfin, c'était une hémorragie, on va dire légère, puisqu'en D'accord. fait, c'est juste que le placenta était un gros flemmard et voulait pas sortir. Donc le gynéco m'a fait une révision utérine où j'ai quand même non, j'ai pas eu mal pour cette fois. Mais c'est vrai, heureusement qu'ils m'avaient fait une péridurale. Enfin, ils m'ont fait même pas une péridurale, ils m'ont fait une rachis. Dans les rachis, je crois, Ah oui, comme quand à la césarienne, il me semble. oui. Mmh Je mh. crois. Parce que vu les gestes qu'il faisait, tu vois, il vaut mieux. Je pense qu'il a vraiment mieux valu que je sois anesthésiée parce que tu le voyais avec ses mains là, vraiment. Tu imaginais qu'il raclait tout ton utérus là pour sortir ben, le Ça y est, placenta. j'ai l'image. Voilà, tu sais, encore une fois, comme les vaches, quoi. Donc, j'ai pas eu mal, quoi. Enfin, mais j'ai juste regretté de pas avoir pu voir mon placenta, quoi. Du coup, c'était quelque chose que je voulais voir et que j'ai pas pu voir, quoi. Mais bon, après, là, il y a pas eu j'ai pas eu de séquelles ou quoi que ce soit, puisque là, j'ai pas eu, c'était une hémorragie très, on va dire, légère. D'accord, bon, bah, tant mieux. Tant mieux, oui. Et alors les 1ers tu finis par retrouver ta fille, comment ça se passe les premiers jours, enfin, ouais, la rencontre un peu prolongée, la découverte, les premiers temps à 3? Alors le soir, bah, à minuit et des poussières, enfin non, c'était 2 heures du matin, puisque les 2 heures après en salle de naissance, j'ai envoyé mon copain à la maison bah, il était fatigué, etc. Puis de toute façon, il allait rester avec nous les nuits suivantes. Et j'ai passé la nuit, je me suis à regarder ma fille en mode punaise, mais comment je vais faire en fait pour elle va être dépendante de moi pendant des années, tu sais. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que c'est pas est-ce que elle va m'aimer? Est-ce que je vais arriver à m'en occuper? Enfin, donc c'était compliqué. Et je suis restée à la maternité, donc elle est née le 21 décembre. Je suis restée à la maternité jusqu'au 26 décembre.
Ah oui, donc t'as fêté Noël J'ai à la fêté Noël maternité. toute seule, à la maternité. Donc, je suis T'es restée un restée long moment à super la longtemps? maternité. Et en fait, j'arrivais pas. J'ai fait un baby blues qui a commencé à la maternité puissance. Je pense que les hormones de synthèse que je me tapais depuis une semaine, tu sais, parce que dans le tampon il y a des hormones. Oui. Plus, je pense que ça n'a pas aidé puisque la chute hormonale elle a été très très violente, on va dire, avec moi. Alors est-ce que c'est lié, voilà, au déclenchement? Je sais pas. Je pense que oui, parce que comme je te dis, voilà, il y avait des hormones de synthèse plus les hormones naturelles. Enfin donc. Je passais mes journées à la maternité à pleurer. Léonie était très très en demande dès le début, quoi, pratiquement. Tous les soins, enfin, j'arrivais pas. C'était mon copain qui la baignait, qui les soins du nombril, tu sais, la pouponnière, parce que en fait, Oui. moi, j'étais spectatrice de ça et j'arrivais pas. J'avais peur de mal faire en fait. J'avais peur de la faire tomber. J'avais peur de la noyer, tu vois. J'avais peur de tout. J'avais peur ensuite quand j'allais aux toilettes qu'on me la vole, enfin tu vois, donc j'avais des pensées un petit peu obsédantes comme ça. Et l'allaitement a mis du temps à se mettre en place aussi, et puis je me mettais beaucoup la pression. On m'a prêté un tire-lait à la maternité qui était une antiquité, mais ça, je m'en suis rendu compte après. La montée de lait, elle s'est faite, elle avait, je crois, 4 jours, 4 5 jours. Ah oui. Donc ça a Tard. mis du temps. Donc moi j'étais là, je comprenais pas. Donc j'avais des bouts de sein. Et puis j'avais lu que les bouts de sein c'était l'enfer, c'était la mort de l'allaitement. Donc je mettais une Faux. pression de... Ah oui, non mais j'étais très... Et puis quand on lui proposait des biberons, moi je me disais mais je suis nulle, du coup j'arrive pas à la nourrir. Enfin voilà, j'étais dans cette spirale très très négative, on va dire. Elle pleurait beaucoup Hmm. la nuit aussi. Donc la nuit, plusieurs fois, j'appelais les puères et je leur disais en fait il faut que vous la preniez parce que c'est pas possible, je vais péter un plomb. Donc encore une fois la culpabilité, tu vois, ouais tu sais pas t'occuper de ton enfant, blablabla. Et puis selon le personnel à la maternité, il y a plus ou moins de bienveillance on va dire. Donc quand tu tombes sur des personnes qui sont bienveillantes, etc., tout va bien. Puis il suffit que la personne ait un changement de garde ou quoi que ce soit et qu'ils te disent mais pourquoi vous la mettez en pouponnière en fait, elle a que 2 jours, elle a besoin de sa maman. Oui, mais sa maman, en fait, là, elle a besoin de... Elle est en train de survivre, elle est même pas en train de vivre, donc il faut que je me repose un peu. Enfin, c'était très, très compliqué. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte puisque j'ai rapidement eu la visite d'une infirmière du service psychiatrique de l'hôpital, en fait, qui est venue me voir plusieurs fois, me demandant ben, comment ça se passait, etc. En même temps, je passais mes journées à pleurer, donc je pense que tout le monde avait bien compris que ça n'allait pas bien. Il n'y a que mon copain qui était un petit peu, oh, c'est le baby blues, etc. Puis je lui ai dit des choses sur comment je me sentais, ce que je ressentais qui lui ont fait peur. Et je pense qu'il a enfin, au bout d'un moment, il a enfin pris conscience de ce que je lui disais, c'était pas des bêtises, enfin, c'était quelque chose que je pensais que je pouvais faire. Donc il a quand même eu peur. Il était complètement démuni, moi aussi, puisque j'avais ma fille qui passait ses journées à pleurer. Elle était pendue au sein, mais j'avais pas encore la montée de lait, j'arrivais pas à la nourrir. Enfin, c'était une catastrophe. Et je voulais pas partir de la maternité sans avoir eu ma montée de lait, parce que c'est quelque chose voilà, qui m'angoissait, mais puissance 10 quoi. Et quand le 26, donc 5 jours après, oui, puisqu'elle est née le 21, j'ai enfin eu ma montée de lait. Ils m'ont dit, ben, vous allez pouvoir sortir. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y avait personne dans le service de la maternité. Donc, moi, j'étais chez moi là-bas. Enfin, tu vois, j'ai été Ouais. le 24 au soir Et tout le là-bas. monde s'occupait de toi. Voilà, je faisais partie des meubles, quoi. Et on nous dit en fait que c'est bon le jeudi, je me souviens, c'est bon, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et là, je réalise que je vais être seule avec ma fille chez moi et que je sais pas m'en occuper, quoi. Donc, c'était très ambivalent, Puis j'étais tellement fatiguée, je me souviens que dans la voiture, on commençait déjà à se prendre la tête parce que mon copain il s'était garé, je sais pas, à une place où les portières étaient toutes esquichées les unes contre les autres. Enfin, des trucs, tu sais, le moindre petit rouage, Oui. Ouais. de sable faisait prendre des proportions horribles. Elle galérait toujours à téter. Enfin, j'étais dans un état qui faisait un peu peine à voir. Et le lendemain, on est allé voir, je me souviens, une conseillère en lactation. Et Ah, dès le lendemain? comment? Dès le lendemain?
Oui, parce que j'étais tellement à fond je m'étais tellement mis la pression sur l'allaitement que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas comme c'était censé marcher, comme, enfin, tu vois, j'avais une vision un petit peu biaisée, donc on était allé voir cette femme qui m'avait dit, qui m'avait, j'ai passé la consultation entière à pleurer, hein, euh, mais qui m'a dit, mais vous avez dû le faire, votre montée de lait, elle est là, vous inquiétez pas, enfin, elle m'a rassurée. Et puis elle m'a conseillé de faire beaucoup de peau à peau parce que Léonie pleurait beaucoup aussi. Je pense qu'elle devait ressentir un petit peu, enfin être un peu une éponge, tu sais. Et puis non, on a passé une semaine, c'était compliqué. J'étais avec elle tout le temps, je fusionnais sur le canapé et je mettais encore la pression parce que pour téter, il fallait que je mette les bouts de sein, et puis elle avait du mal à attraper, donc je m'énervais, donc elle s'énervait, donc c'était compliqué. Et je crois qu'il a fallu bien une semaine, tu vois, pour que ça se mette en place, même avec les bouts de sein, mais de façon plus fluide. Et pour que j'arrive à lâcher du lest, je me souviens qu'il y a une amie qui m'appelle, et on parlait de tout et de rien, et Léonie voulait téter, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais réussi à la mettre au sein et qu'elle tétait tranquillement pendant que j'étais au téléphone avec ma copine. Et là, c'est là où je me suis dit, en fait, il faut que tu lâches prise, quoi. Parce Le que truc le plus difficile, voilà, plus difficile et lâcher prise. avec mon second, j'arrive pas encore à 100% à lâcher prise. Et voilà, et après, ça a été en s'arrangeant, mais c'était quand même, je sais pas, le quatrième trimestre, comme on dit maintenant, je l'ai senti passer, mais bien bien costaud, quoi. T'arrivais à construire un lien avec ta fille? Non, dans Et les, ça t'inquiétait ou tu savais que ça pouvait mettre du temps à arriver? alors, je le savais, mais encore une fois, tout ce que je savais, si tu veux, mon cerveau a dû l'occulter et m'envoyer plutôt des informations, genre tu es une mauvaise mère, tu es une mauvaise mère. Je savais que ça pouvait arriver, que créer du lien avec son enfant, c'était pas grave si ça se faisait pas instantanément à partir du moment où on te le pose ou te la pose sur le ventre. Je le savais. Mais il y avait toujours ces pensées, tu sais, qui tournaient en boucle et qui disaient, mais en fait, mais t'as pas eu cette vague d'amour dès l'accouchement, donc tu mérites pas d'avoir un enfant. Enfin, tu vois, c'était très, j'étais Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Oui. Mon cerveau, enfin, donc au début, je m'en occupais vraiment parce qu'il fallait s'en occuper en fait. Parce que c'était, au début, il fallait qu'elle mange, il fallait qu'elle soit changée, il fallait qu'elle soit voilà, nourrie, changée, si elle avait mal quelque part, il fallait qu'elle soit soignée. Enfin voilà, c'était vraiment, pardon, c'était vraiment la base en fait. Donc j'ai mis du temps. Je pense qu'il a fallu bien un mois et demi, voire 2 mois, tu vois, pour avoir des interactions autres que subvenir à ses besoins de base, en fait. Mmh. Ouais. Donc ça a été compliqué. Et puis c'était un bébé qui était très demandeur, qui pleurait vraiment si elle me voyait pas, si elle me sentait pas. Enfin, elle avait un fort besoin de succion, et bien sûr, la sucette ne l'a jamais intéressée. Donc je passais littéralement mes journées sur le canapé avec un bébé pendu au sein, quoi. Donc ça n'a pas. Enfin, après, est-ce que c'est lié au fait, tu sais, que j'ai mis du temps à créer du lien, donc elle avait besoin encore plus de ce lien, je sais pas. Mais il fallait, Difficile à dire. Mmh. je le saurais jamais, hein, mais Mmh. il fallait, quand j'allais aux toilettes, tu sais, je devais la poser, c'était le drame, quoi. J'ai passé des jours sans manger, sans me laver la journée, parce que si je la posais, elle hurlait, et puis bien sûr, voilà, je l'avais lu partout que faire laisser pleurer son enfant, tu vois, ça allait la casser. Et je voulais pas casser mon enfant. Ça rajoutait ouais, bah, oui, ça rajoutait une bonne dose de culpabilité. Ton mec avait pas pris, Ah oui. de congé paternité? Si, il l'avait pris, mais c'était à l'époque, c'était pas énorme. Enfin, et puis, alors, ce qui était paradoxal, c'est que j'avais peur de lui. Enfin, j'avais pas peur, mais quand je lui laissais s'occuper de sa fille, je venais toujours en mode fouine voir ce qu'il faisait et je trouvais qu'il le faisait mal en fait. Donc, du coup, lui, au bout d'un moment, il en avait marre. Ce que j'ai compris plus tard avec du recul, mais quand je lui disais non, mais fais pas comme ça pour la couche. Puis lui me disait, mais j'ai eu un gamin, je sais m'en occuper. J'ai dit, oui, mais c'était il y a 4 ans. Et puis il faut que tu fasses plutôt comme si. Là, tu vois bien qu'elle pleure parce qu'elle est pas bien, etc. Et au bout d'un moment, il n'en pouvait plus de mes reproches. Ce que je comprends, j'ai compris avec le recul que ben, c'est normal quand. Je veux dire, c'était son père aussi. Tu vois, il s'est changé une couche. Et moi, je l'ai toujours en mode. Oui, tu devrais faire comme si, mais fais pas comme ça, moi je fais comme ça. Donc je laissais pas franchement prendre sa place de père, quoi. Oui. Mmh. Donc il a pris, c'était je crois 15 jours à l'époque.
Puis après, il y a eu le confinement de toute façon, donc là, c'était la fin de mon état, on va dire. Ça, je commençais à remonter un tout petit peu la pente, et puis là, le confinement est arrivé, et là, c'était encore plus difficile, quoi. D'être à la maison tous les trois, ça a été plus Ah ben, lui, non, compliqué? parce que lui, il travaillait. Ah! Alors, Ah oui, donc tu étais seule sans pouvoir sortir et sans c'est ça. pouvoir avoir de visiteurs? T'es seule avec. Oui, puisque le premier confinement, c'est celui que tout le monde a le plus respecté, hein. Oui, Et c'était celui qui était le plus strict, je crois. Donc, oui. les semaines où il n'y avait pas mon beau-fils, ben, j'étais seule avec Léonie. Et puis, alors, la chance qu'on avait, c'est qu'on habite à la campagne. Donc, je pouvais quand même sortir, sauf que ben, elle détestait la poussette, le cosy, enfin, la nacelle, c'était même pas la peine. Donc, au début, c'était, ben, comme d'habitude, hein, en écharpe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que après, moi, j'en avais marre d'aller me balader avec l'écharpe parce que j'avais mal au dos, donc c'était dans la poussette. Et puis, au bout de 20 minutes, des fois de hurlements, de pleurs, tu vois, elle s'endormait enfin dans la poussette. Mais moi, j'avais besoin de sortir en fait. Hmm. Donc, quand mon beau-fils était là, ben, ça me faisait une autre personne à qui parler. Donc, ça me remontait un petit peu le moral. Et puis, c'est vrai que voilà, sans voir personne pendant, je sais plus combien de temps il a duré, au moins un mois, voire deux, ce confinement-là. Mais c'était très Voire compliqué. 3, Je je sais sais plus. plus, mars-mai? Ouais, c'était long, ouais. Hmm. Mais de savoir en plus que mon copain, lui, travaillait, voyait du monde, j'étais jalouse de lui parce que même quand il allait faire les courses, enfin, tu vois, donc c'était pas évident. Et puis en plus, c'est à ce moment-là, grosso modo, que ma fille a développé une espèce de rejet de son père. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas la regarder sans qu'elle se mette à hurler, mais à la mort, quoi. Donc elle avait 3 mois et des poussières, donc tu sais, les pleurs de nourrisson, en fait, qui déjà Oui, te vrillent oui, oui. le cerveau en temps normal. Et là, il la regardait, elle se mettait à hurler. Donc la prendre dans les bras, c'était même pas la peine. Donc j'avais pas tant de relais que ça, parce que du coup, ça nous fendait le cœur de l'avoir hurlé comme ça. Son père, lui, l'a très mal vécu, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il disait, mais ma fille me rejette, en fait. Combien de temps ça va durer? Hmm. Parce que ça a duré bien 2 mois, cette histoire, hein. Ah oui, quand même. Ouais, c'est long. Donc, en fait, quand j'allais me doucher, ben, c'était même pas un moment, tu sais, appréciable, puisque je l'entendais hurler, puisqu'elle était dans ses bras pendant ce temps-là. Donc, ouais, allez, c'était jusqu'en avril, donc elle avait 4 mois. Ça a été horrible. Franchement, c'était une période très difficile. Moi, j'étais au fond du trou. Euh, c'était très compliqué, quoi. T'as fait une dépression du postpartum? Un début. Alors, pendant le confinement, j'ai pu aller voir la psy de la maternité. On n'a pas pu faire beaucoup de séances, puisqu'après, ben, je sais, ça c'est parce que j'avais un petit peu lâché l'affaire, je commençais à aller mieux, tu sais, à me sentir un petit peu mieux. C'est ma sage-femme qui m'avait dit d'aller consulter, puisqu'elle m'avait dit que là, c'était plus un bébé blues, et que quand on avait envie de s'envoyer en l'air avec son enfant, c'était quand même un petit peu alarmant. Donc, Oui, clairement. voilà, donc j'avais fait quelques séances avec la psychologue de la maternité qui ça m'avait beaucoup aidé. Et puis après, j'ai commencé toute seule à remonter la pente. Alors rien n'est résolu puisqu'avec ma deuxième grossesse, tout est revenu puissance 10, on va dire. Mais bon, à l'époque, ça allait mieux, le confinement s'est terminé, donc on a commencé à avoir un peu plus de monde. Et Léonie, en grandissant, avait beaucoup moins besoin de moi, tu sais, par rapport au Oui. début. Ça a toujours été un bébé koala, hein. Mais je pouvais m'éloigner de son champ de vision pendant allez, plusieurs minutes sans qu'elle se mette à hurler. Donc comme elle grandissait, puis elle a commencé à se déplacer toute seule, donc elle avait d'autres sens d'intérêt, mis à part sa mère et Tété. Donc du coup, ça a été un petit peu facile et j'ai remonté la pente un petit peu comme ça, quoi. Tu m'as parlé en off que, au début, tu faisais des phobies d'impulsion. Oui. Et est-ce que tu peux, décrire ce que c'est et comment toi ça se manifestait? Comment tu les as vécus? Comment ce que tu as fait pour, aider? Heu, En fait, les voilà. phobies d'impulsion, c'est une peur irrationnelle de faire mal aux gens qu'on aime, et particulièrement là, dans mon cas et dans le cas quand on est en postpartum, à son bébé. Donc moi, ça a commencé très tôt, ça a commencé à la maternité. C'était par exemple, je l'avais dans les bras pour l'emmener à la pouponnière.
imagine, tu trébuches, tu tombes et puis tu l'écrases, puis elle meurt. Imagine, tu la baignes et puis elle se retourne et elle se noie. Tu l'as dans les bras, voilà, tu la fais tomber. Tu dors avec elle, tu roules sur elle, tu l'étouffes. Enfin, c'est que des pensées comme ça et qui vivent. Alors moi, elle venait en boucle et ça faisait comme des espèces comme des flashs en fait, où je voyais vraiment la scène. Et je me souviens, dans notre ancienne maison, on avait un bar et il y avait un angle. Et chaque fois que je passais avec la tête de la petite, que j'allais du salon à la cuisine en fait, je voyais cet angle de ce fichu meuble là et je me disais à chaque fois, j'avais l'image, ben, pour X ou Y raison, tu sais, je m'embranche et paf, l'angle du meuble, ben, ça lui écrase la fontanelle, enfin, enfin, que des trucs comme ça, quoi. Donc, j'avais toujours peur de passer devant ce meuble, donc il fallait que je mette la petite de l'autre côté. Mais si je la mettais de l'autre côté, il y avait le mur, donc je me disais, mais en fait, autant là, tu vas t'embrancher, puis tu vas la cogner contre le mur. Enfin, tu vois, c'est des pensées comme ça qui arrivent et n'importe quand. Et avec mon fils, ça m'a fait ça aussi. Et c'est vraiment voilà, où tu imagines faire du mal à ton enfant de façon consciente ou inconsciente. Et moi, c'était toujours. Oui, voilà, c'était la peur de faire. Ah ben, j'ai un accident, et puis. Lui, elle va passer à travers la vitre. Alors je me dis, mais c'est pas possible puisqu'elle est attachée dans le cosy. Mais autant j'ai mal attaché le cosy, donc je m'arrêtais au bord de la route, vérifier que le cosy soit bien attaché. Et puis je me disais, mais autant, enfin, c'était voilà, que des pensées comme ça en boucle. Où j'avais peur de lui faire mal ou peur. Et en plus que dans des situations, que des trucs un peu gore, tu sais, je sais pas comment expliquer. Oui. Par exemple, une fois je vidais le lave-vaisselle, je l'avais même pas dans les bras, mais je me disais, imagine un jour tu t'embranches et puis la petite, tu l'as fait tomber sur les couteaux que tu es en train qui sont dans la vaisselle, quoi. Donc c'est que des trucs, Tu savais que ça existait? absolument pas. Et j'en avais jamais entendu parler en fait, et je pensais être folle. Et je me disais en fait, mais il faut me retirer ma fille parce que c'est pas possible de. Des fois, où je m'imaginais quand je lui prenais le bain, tu sais, ben, enlever mes mains et puis la regarder couler au fond de la baignoire. Enfin, des trucs. Mm. Même maintenant, j'ai du mal à le dire parce que je me dis, c'est quand même. Je sais que c'est normal, entre guillemets, que c'est un phénomène et que ça veut C'est pas dire courant, il faut le voilà, c'est savoir. courant, C'est courant. et que c'est pas pour ça qu'on passera à l'acte, mais même maintenant, des fois, tu vois, il y a des gens, je sais que j'en parlerai pas parce que l'ancienne génération, par exemple, tu vois, mais Oui, oui, je vois. Mais je à crois la même, mat- alors je suis pas psy, alors je vais essayer de pas dire de bêtises, mais je crois même que c'est une façon pour ton cerveau de protéger tout ça et de, de garantir que tu passeras pas à l'acte, quoi. il me semble, j'avais lu ça aussi, oui, que c'est le mécanisme de défense du cerveau. Et quand j'avais lu ça sur une revue, je crois que c'est un article assez sérieux, enfin, c'était pas tiré de Femme Actuelle, tu vois. Euh, J'ai rien contre les personnes qui Je lisent vois. actuelles, hein, attention, mais c'est le premier nom de magazine qui m'est passé par la tête. Mais j'avais commencé à en parler à ma sage-femme, celle qui me suivait, et à la psy à la maternité, et qui m'avait dit que c'était tout à fait normal en fait, et que c'était justement même plutôt sain d'avoir ce genre de pensée, et que ça voulait pas dire que j'allais passer à l'acte. Parce que Et quand, surtout, ça veut pas dire qu'on est des mauvais parents. voilà, c'est ça. Parce que après avoir pensé ce genre de choses, je regardais ma fille et je me mettais à pleurer, à lui demander pardon d'avoir mon cerveau qui vrillait, quoi. Donc c'est vrai que Je connais. J'ai eu beaucoup ça aussi. c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'aide à aller mieux? Le temps? Oui, je pense. Le temps et les, les bonnes personnes, on va dire. Discuter avec ton village. Et oui, je pense que le temps et puis s'entourer de personnes bienveillantes qui ne te jugent pas et qui t'aident, qui t'aident en fait. À sortir la tête de l'eau et à te rendre Exactement. compte que tu es une bonne mère. Voilà, c'est ça, et que ce que tu fais, enfin, et que ce que tu vis, c'est normal en fait. C'est normal de pas vivre ta maternité comme tu l'entends dans les films. C'est normal de pas le vivre
Alors c'est bien aussi si tu le vis comme ça, attention, hein, mais de pas, c'est pas grave si tu n'es pas une mère parfaite comme les réseaux veulent te faire croire avec toutes leurs injonctions à la noix là. C'est voilà, c'est le temps et puis c'est aussi se remettre en question et puis c'est être épaulé, être oui en fait le village, hein, vous toutes quoi en gros. Chacune T'é- a son. T'étais sur les réseaux? T'étais sur quel réseau? Alors à l'époque, j'étais sur bon, Facebook aussi, mais les groupes, ces groupes d'allaitement là, ces groupes de parentalité positive. Alors si des gens ils trouvent leur compte, c'est super, tant mieux. J'étais aussi beaucoup sur Instagram, mais c'est vrai que les groupes d'allaitement, j'y suis allée, j'ai passé des heures, puisque ben, du coup, ben, quand t'es confiné et qu'en Oui. plus t'as ton bébé qui a une passion pour ta Oui, compagnie, t'as pas grand chose à faire, hein. Donc je c'est scrollais clair. toute la journée, toute la journée, toute la journée sur ces groupes d'allaitement. Et puis où je lisais par exemple que la tétine c'était pas bien. Bon, moi, elle n'en voulait pas, c'était réglé. Que les boutins, ça allait être la fin de mon allaitement. Euh, vouloir dormir la nuit, par exemple, alors que enfin, c'était pas bien, que c'était l'enfant qui passait avant tout le monde, qu'il fallait s'oublier. Et moi, je le croyais en fait, ça, puisque du coup, je le pensais, mais j'y croyais dur comme fer en fait. Que ben, du coup, pour être une bonne mère, en fait, il fallait faire passer son enfant et les besoins de son enfant avant les siens, quitte à s'oublier et quitte à mal aller. Et j'étais persuadée de ça, quoi. Et il y avait quand Léonie devait commencer à être gardée par sa nounou. Enfin, au début, je me prenais la tête pour oui, l'allaitement. Je me disais, alors, je vais pas lui donner le biberon parce que le biberon, autant elle peut faire. Elle, peut, elle, elle pourra le préférer à l'allaitement et ce sera la fin de l'allaitement. Donc, je vais commander plein de trucs sur plein de sites différents qui coûtent un bras pour lui donner dans un contenant alternatif, etc. Blablabla. Enfin, tu vois, j'étais partie dans des. Le fameux cortisol aussi. Enfin, jamais la laisser pleurer. Enfin, c'est donc j'étais à fond là-dedans et puis je me suis pas mal oubliée et c'était compliqué. Ça t'enfonçait? Déjà que t'allais pas bien? Comment? Ça t'enfonçait? Oui, complètement. Moi, la culpabilité hein, que j'avais déjà, tu vois, de pas faire aussi bien que ce que je voulais et de lire, par exemple, que oui, qu'il faut pas laisser pleurer son enfant, blablabla, et que moi, par exemple, la veille, je sais plus pour quelle raison, mais en fait, elle me hurlait dans les oreilles et que c'était horrible et que j'avais des pensées, c'était vraiment négative envers elle, tu vois, ce qui déjà est très difficile à Hmm. vivre parce que c'est ton enfant, tu l'as voulu, tu l'aimes de tout ton cœur et tu le regardes hurler dans tes bras, tu sais pas pourquoi. Alors elle a pas faim, elle a couché propre, elle t'a donné du Doliprane, enfin tu sais pas pourquoi et ton enfant, ton nouveau-né en plus, comme je te disais, avec ses cris quand même particuliers, le nouveau-né il a des cris quand même les pleurs du nouveau-né c'est quand même particulier, enfin tu vois, Oui, je suis ça te d'accord. brûle le cerveau quoi, enfin c'est et là je la regardais, je disais mais qu'est-ce que tu veux? Donc je lui criais dessus, je lui disais mais enfin et donc je la pose dans son lit parce que je savais que c'était le moment en fait qu'il fallait que je la pose dans son lit. Je me souviens, je suis allée dehors, je suis allée hurler, j'ai pleuré pendant 20 minutes, tu vois, et pendant 20 minutes, elle s'est pas calmée en fait. Elle hurlait toujours dans son lit. Donc quand moi après au bout d'un moment je suis redescendue en pression, j'ai pris une douche froide, tu sais. Oui, je suis allée après avec elle et tout, elle me voit, elle se calme. Et moi je raconte ça, tu vois, sur un groupe Facebook, machin là, et puis je me suis fait mais incendier, tu vois. Oui, mais tu l'as laissé pas pleurer, etc. Blablabla, là là là. Et c'est quand, tu vois, je lisais ce genre de message où je m'en prenais plein les dents, hein, où j'étais une mère vraiment, oh là là, mais non, il faut accompagner l'enfant dans ses pleurs, etc. Mais en fait, moi, je disais que si j'accompagnais dans ses pleurs, en fait, ça allait mal finir. Enfin, c'est horrible, hein, c'est Hmm. violent ce que je dis, hein, mais ça allait. C'est violent ce que tu te prenais aussi. Comment? C'est violent ce que tu te prenais. Enfin, moi, ça me Ah oui. met dans une colère de ce genre de réponse. Ça me... Ah oui, oui, mais je me rends compte maintenant, tu vois, mais sur le coup, j'étais vraiment. J'étais pas bien, puis je me souviens, j'en avais parlé à la psy, puis elle m'a dit, mais enlevez-vous de tous ces groupes. Elle m'a dit, ça vous apporte quoi à Hmm. part vous faire ben, sentir comme une merde, hein, disons-le clairement. Et elle m'avait dit, mais vous avez eu la bonne réaction. Elle me dit, vous savez, les gens qui, par exemple, qui secouent un bébé, par exemple, tu vois, puisque c'est le truc, voilà. Les gens qui secouent un bébé, c'est pas forcément des cassos, tu sais, ça peut être des personnes comme toi et moi, ça peut être des gens, enfin, tu vois, des gens normaux, entre guillemets, quoi, qui, au bout d'un moment, ben, elle m'avait dit, leur cerveau vrille. Enfin, c'est quelque chose de, voilà.
Et elle m'avait dit, mais vous avez posé votre fille dans son lit, vous êtes allé souffler parce que vous avez eu peur du moment où ça risquait peut-être éventuellement de dégénérer. Elle me dit, mais c'est responsable en fait de faire ça, il vaut mieux faire ça plutôt que de garder son enfant absolument dans les bras, essayer de le calmer alors que tu montes en pression et que ça sert à personne finalement. Clairement. Comment? Clairement. Voilà. On va encadrer cette phrase-là aussi. Et j'avais du mal et elle m'avait dit, mais ben ouais, elle a pleuré dans son lit, elle était en sécurité dans son lit. Elle a pleuré 20 minutes. Si elle avait pleuré 1 heure, si vous avez fallu 1 heure pour vous calmer, ben tant pis, elle aurait pleuré 1 heure. Mais elle est dans son lit, il peut rien lui arriver. Voilà. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, en fait, à quoi ça sert ben, ces groupes, quoi. Ça sert à... Enfin, il y a des personnes qui peuvent très bien y trouver leur compte, attention, hein, je dis pas. Mais moi, ça me servait à rien puisque ça me faisait culpabiliser, ça me faisait me sentir encore plus mal que ce que je me sentais. Donc, et puis mon allaitement se passait très bien, tu vois, les bouts de sein, j'avais enlevé les bouts de sein, tout roulé, enfin, donc à partir de là, je me suis dit, ben en fait, non, ça t'apporte rien, pars de ces groupes, quoi. Du coup, j'ai fait le ménage dans tous mes groupes euh, d'allaitement, de maternage. Maternage, j'ai mis un peu plus de temps, mais Ah oui. ouais, je sais pas pourquoi. Parce que. Mais après, j'ai fait le ménage de tous les groupes extrêmes, parce qu'il y a les extrêmes de l'allaitement, il y a les extrêmes du portage aussi, puisque ben, Léonie, je la portais tout le temps. Elle n'a pas fait sieste seule avant 7 mois. Donc, ben, de ses 0 à ses 7 mois, elle faisait les siestes sur moi, quoi. Dans mon dos, tu sais. Et, mais tu as des groupes de portage où tu peux avoir des conseils pour choisir un moyen de portage, très bien. Mais où tu as des femmes, enfin, c'est des fadas, quoi. C'est des folles. Où il faut. Ouais. Enfin, donc là aussi, j'ai fait le ménage, tu vois. Je me suis dit, ma fille, elle est en bonne santé. En fait, si j'ai une question portage, j'ai ma monitrice qui habite à 10 minutes en voiture, je vais la voir. Et puis, Ah, c'est génial ça. voilà, tu vois. Donc, donc voilà, après tous ces groupes de. J'ai laissé tomber quand je me suis rendu compte en fait que ma fille elle était heureuse, fait que je m'en occupais bien et que la pédiatre aussi qui la suivait m'a pas mal aidé aussi à y voir un peu plus clair, on va Hmm. dire, avec toutes ces injonctions. Donc j'ai réussi petit à petit, tu vois, à m'en défaire. Et heureusement, quoi. Oui, meilleure nouvelle. Ouais. Et donc, ça c'est quand Léonie, à quel âge quand tu commences à avoir la tête qui sort de l'eau? Elle doit avoir ouais, 7-8 mois à peu près. Ok, donc quand même, ça a Ouais, mis le oui, ah temps. oui, non, mais c'était 7-8 mois et puis après ça allait mieux parce que on a déménagé. On a vécu donc de août à décembre, c'est 2020 du coup, avec ma sœur. Puisqu'on a acheté une maison et il y avait des travaux à faire et la maison était inhabitable puisqu'on a en gros gardé que les murs extérieurs, enfin que les 4 murs quoi. Et là d'être avec ma sœur, alors c'était la maison de mon père, donc c'était une maison Rikiki, pas du tout configurée pour accueillir 2 familles. On s'est beaucoup pris la tête hein, aussi, puisque ma sœur a 2 enfants. Il y avait Léonie, plus mon beau-fils 1 semaine sur 2, enfin plus la belle-fille de ma sœur. Enfin donc c'est tu vois des fois c'était un peu l'auberge espagnole on va dire. Et c'est un moment que on s'est voilà comme je dis on s'est pris la tête, mais c'était assez enrichissant parce que bah, du coup je me suis rendu compte que ma fille en fait était heureuse parce que de l'avoir alors elle était avec ses cousins, c'était la plus heureuse quoi. C'est elle qui a le plus tiré bénéfice de ma nièce a 1 an de plus qu'elle pratiquement jour pour jour à 2 mois près tu vois. Donc Léonie en peu de temps a beaucoup évolué sur le plan de la motricité, sur le plan même du langage en étant avec sa cousine. Et puis on était, voilà, moi d'être avec ma sœur, même si 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est trop. Et là, j'ai commencé quand même à sortir la tête de l'eau. Au travail, ça allait bien. Donc, il y avait la maison qui était finie. Donc, dans ma relation avec elle, ça allait quand même beaucoup mieux. Après, notre relation, c'était encore plus compliqué. Mais là, je commençais quand même à sortir la tête de l'eau, quoi. Et puis, de Ouais. savoir qu'on allait avoir notre maison aussi, ça a aidé à motiver les troupes, on va dire. Ouais, c'est un beau projet, mais ça reste aussi un projet qui peut être difficile, les Ah oui, travaux dans une maison. c'était compliqué, mais bon, ça a été après. Quand est-ce que vous avez décidé de relancer
La machine. Quand est-ce que vous décidez d'avoir un deuxième enfant? Bah, du coup, un troisième pour lui, mais... C'est ça. Moi, déjà, je lui ai dit, je veux pas un enfant, j'en veux au moins deux. Donc, il m'a dit, cocotte, on se calme. Hein. Deux, c'est très bien. Enfin, deux, lui et moi, tu vois, et lui, trois pour lui. On voulait des enfants pas trop éloignés en âge pour être débarrassés, entre guillemets, des couches, tu sais. Oui. Et puis moi, mon âge, enfin j'ai 36, je vais avoir 37 ans à la fin de l'année, donc c'est vrai que c'est pas non plus comme si j'en avais 10 de moins, quoi. Et on a commencé à en parler en janvier, je crois, donc janvier 2021. Oui, tout, c'est ça. En parler vite fait, tu vois, mais sans non plus en se disant, oui, bon, bientôt on va commencer, etc. On en parlait. Et puis après, c'était en mai. Oui, c'était aux vacances de printemps en 2021 qu'on a dit c'est bon, allez, Ringo, j'enlève le stérilet et puis après, advienne que pourra quoi. Et puis un mois après, j'étais enceinte. Donc encore une fois, là, ça a été Waouh. extrêmement rapide. Ah oui, je me souviens, j'ai enlevé mon stérilet, c'était un vendredi, j'ai eu mes règles le lundi, j'ai plus eu mes règles depuis quoi. Donc ça a été encore une fois très, Vous, très rapide. vous vous y attendiez? Enfin, vous avez réagi comment? Alors, on ne s'attendait pas tous les deux, aucun de nous deux s'attendait à ce que ça marche aussi vite. Moi, je pensais pas du tout être enceinte parce que je me souviens, un week-end, je pensais que j'avais mangé, je sais plus, un truc qui était mal passé, j'avais vomi toute la soirée, je pensais avoir une gastro et j'avais pas de retard de règles en fait, tu sais. Mais Hmm. ma sœur me dit, mais fais un test, tu vomis. Je dis, mais Violaine, attends, je vomis, mais bon, tu vomis pas que quand t'es enceinte, quoi, faut arrêter. Et tu vois, ça me trottait dans la tête, sa phrase. Et puis je me souviens, j'étais au travail. Je vais à Leclerc entre midi et deux et je prends un test précoce parce que j'avais, entre le moment où je pensais avoir été malade et le moment où j'achète le test, mes règles auraient dû arriver. Mais comme je savais pas exactement, c'est toujours pareil, j'étais sous stérilé, tu sais, mais j'avais mon retour de couche, c'était un peu anarchique, quoi. Les cycles, c'était pas du tout. J'étais pas réglée comme une horloge suisse. Oui. Donc, selon l'application, mes règles auraient dû arriver. Enfin, j'avais 2 jours de retard, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas non plus. Ça cassait pas trop pattes à un canard, quoi. Et donc, entre midi et deux, au boulot, je vais à Leclerc, je prends un test précoce, là. Et puis, je le fais. Et je referme, tu sais, le capuchon, là. Je remonte dans ma classe. Et j'oublie un peu le. Enfin, je pensais tellement pas être enceinte que bon. J'oublie le truc. Et puis, à un moment, je vais pour le jeter. Et je le prends. Et là, je vois les deux barres. Et j'ai putain, chaud, quoi. Et Mais du coup, t'étais toujours dans la fenêtre de lecture ou tu l'avais oui, 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 déplacée? parce que en fait, si tu veux, les toilettes étaient en bas, le temps que je monte dans ma classe qui était au troisième étage. Enfin, tu vois, c'était. Et je trouvais que la barre était. C'était pas non plus flagrant. D'ailleurs, je me souviens, Hmm. je vous l'avais envoyé à toutes, tu vois. Et je le prends en photo. Non, je le prends pas en photo. J'envoie un message à mon mec, je dis putain, il faut que tu. Je dis appelle-moi, en fait, c'est urgent et tout. Et il m'appelle, genre, pas de suite, tu vois. En plus, je suis là, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis putain, je dis Pierrick, je dis ça a marché. Il me dit qu'est-ce que c'est qui a marché? Je dis je suis enceinte. Il me dit quoi? Donc en fait, on était contents, si tu veux, mais on pensait pas que ça allait marcher si vite en fait. Parce que du Hmm. coup, moi je calculais, je suis là, putain, on est en mai, donc ça veut dire ils auront pile 2 ans d'écart et tout. Enfin, je suis pas, j'étais là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc on était très contents, mais on s'est dit, on va en chier quand même. Respect à ceux qui ont des enfants encore, enfin, parce que 2 ans, c'est pas non plus énorme comme écart. Ah, c'est rapproché quand même, Et hein. c'est quand même rapproché. Et là, je me dis, putain, les gens qui ont des enfants qui ont moins d'1 an d'écart, Encore moins. ça commence à être- donc voilà, on était Et contents, alors, c'était cool. ouais, cette grossesse-ci, c'est autant de vomissements ou mieux Alors oui, là-dessus? autant de vomissements que pour ma précédente, sauf qu'en plus, là, j'ai connu les nausées. Donc, Ok, c'est pire. Enfin, on en rajoute un peu plus, allez hop. j'avoue que j'ai préféré ma première grossesse où j'ai eu uniquement les vomissements parce que là, cumuler nausées et vomissements, c'était horrible. Donc, c'était compliqué, j'étais fatiguée. Et puis j'avais toujours, comme toutes les femmes qui attendent un enfant, hein, cette peur, tu sais, on attend l'écho de datation, puis le premier trimestre. Je voulais pas le dire au travail de suite parce que il y avait une histoire de répartition des classes et j'avais peur que
en l'annonçant au directeur de l'école, ils préviennent l'inspecteur et puis qu'elle dise oui, mais elle peut pas avoir cette classe, etc. Donc j'essaie de le cacher un peu au travail, que c'était compliqué parce que mon ventre est sorti pratiquement de suite. Donc bon, je mets jamais de fringues moulantes, mais selon ce que je mettais, il y avait des copines, collègues qui étaient au courant, Oui. dont ma collègue qui était juste à côté parce que pareil, quand il fallait que je sorte très rapidement de la classe. Donc après, je pense vers la dernière semaine de l'école, je l'ai dit au directeur de l'école. Ça, après, au travail, tu vois, j'étais débarrassée. Mais je lui avais demandé de garder le secret, entre guillemets, par rapport à la hiérarchie, puisque du coup, j'étais pas encore dans la fin du premier trimestre pour la déclaration. Mais voilà, j'étais fatiguée, ben voilà, j'ai vomi, j'ai perdu du poids, j'étais très très fatiguée. Puis j'ai fait du diabète gestationnel. Donc ça aussi, c'était, oh là là, c'était pénible. Mais le point positif, c'est que je n'ai pas eu mes injections d'anticoagulants, puisque cette fois-ci, ils ont estimé que ce n'était pas la peine. Ah bon? Ouais, alors je sais pas, je t'avoue que ça, c'est les mystères de la médecine, parce que c'était exactement la même configuration, hein. La sage-femme qui me suivait en libéral avait envoyé mon dossier à la maternité en leur disant coucou les gars, vous vous souvenez, la patiente, etc., il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on fait pour cette grossesse? Puis il avait répondu que c'était pas la peine qu'on se voit avant le 8e mois. Le 8e mois, je vais à la maternité, coucou, c'est moi et tout. Et ils me disent, bah non, on fait pas les injections, vous les aurez que après. Donc je suis là, putain, je les aurai après. Alors déjà, parce que oui, après, je les ai pendant 6 semaines, hein, tu vois, c'est bien, comme quand t'as une césarienne, Ouais, c'est c'était bien chiant. Donc j'ai perdu les injections, mais j'ai gagné le diabète. Donc voilà. Et puis j'ai tenu plus longtemps que piqué quand même tous les jours. Oui, là, je devais quand même me piquer 4 fois par jour, tu vois. Ah la vache. C'était pénible. Et puis moi, je pensais que le diabète, c'était juste embêtant pour la maman. Puis en fait, non, pouvait être embêtant pour le bébé dans le sens où ça peut donner un bébé diabétique quelques années plus tard, tu vois, si c'est pas traité. Et donc, Ah oui, ça je savais pas. Je savais je que ça savais pas pouvait non donner plus. des bébés macrosomes, mais pas. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a quand même motivée parce que des fois, en fait, punaise, quand manger de Ferrero Rocher à Noël, enfin, tu vois, ce genre de truc très superficiel, mais très important pour moi. Euh, Ah bah je comprends. Je comprends. Déjà que tu peux pas manger grand-chose au centre à Noël, alors. Voilà, donc mince, hein. Donc voilà, c'était compliqué, j'étais très fatiguée, donc je me suis arrêtée, je suis allée jusqu'au congé pathologique là. Donc plus loin que pour Léonie, mais j'étais quand même très fatiguée parce que c'est pas enfin, enseignante, c'est pas un métier physique, on va dire, comme maçon par exemple, mais c'est vrai que tu fais des Si, allers-retours, si, tu c'est te sens physique. debout, tu marches, enfin, donc j'étais très fatiguée. Et j'avoue que quand j'ai pu prendre les 15 jours c'est le oui, congé pathologique, j'étais contente de pouvoir après passer 2 mois, grosso modo, encore une fois, à zoner sur mon canapé en attendant de coucher, quoi. Et voilà, grossesse. Eh, t'as tenu super longtemps quand même. Comment? T'as tenu super longtemps parce que si tu dis que un site c'est pas Oui. un métier physique, mais si, clairement, si ça, c'est carrément un métier physique. Oui, j'ai tenu longtemps et c'est le côté aussi financier qui a un petit peu fait pencher la balance dans ce Ouais. sens-là. Même si ma sage-femme si elle avait jugé bon de m'arrêter plus tôt, si pour ma santé ou celle du bébé, j'aurais arrêté bien entendu beaucoup plus tôt, quoi. Mm. Là, comme il y avait, Et du coup, là, si oui, t'avais plus d'anticoagulants, ça veut dire que potentiellement, t'avais pas besoin de te faire déclencher, tu pouvais laisser le truc se faire et voilà. voir ce qui se passe, quoi. Exactement, j'étais super contente de plus avoir ces fichues piqûres parce que ça voulait dire, je voulais en fait, parce que je savais que ça allait être mon dernier accouchement et je voulais avoir un accouchement naturel, enfin, le travail se lance naturellement, pas naturel quoi, à 100%. Donc voilà, c'est ce que je voulais, donc quand j'ai su que j'avais plus les piqûres anticoagulants, j'étais trop contente et je me suis dit, super, j'espère que je vais pas devoir être déclenchée parce que c'était ma peur aussi, puisque je pouvais être déclenchée hors piqûre, hein, ça n'avait rien à voir forcément. Et donc voilà, mon objectif Oui, c'est sûr. c'était d'avoir que le travail se lance naturellement, quoi. Et alors, raconte-nous ça. Et donc le travail s'est lancé naturellement, j'étais tellement contente. Enfin, oui. En fait, alors je sais plus, Andrea est née à 39 semaines et des poussières, hein, j'ai plus le jour exact en tête. Et je me souviens, c'était un samedi et il n'y avait rien d'annonciateur. Tu sais, j'étais fatiguée comme d'habitude.
rien de spécial. Et puis, je vais aux toilettes et je sens un truc qui coule, tu sais. Et puis, je me dis, bon, ça doit pas être grave. Alors, je fais ce que toutes vous m'aviez dit. Là, je fais des petits squats, machin. Je regarde si le liquide est coloré, etc. Et puis, je pensais que c'était enfin, de la sueur, alors qu'on était au mois de janvier. Mais bon, là, je me dis, allez, c'est bon, je mets une protection. Et je vais me laver, tu vois, je vais bien me sécher, comme ça après je vois ce qui se passe. Et puis je vais dans la salle de bain, et puis là tu voyais, tu sais, le filet de liquide amniotique sur les jambes, là, les cuisses. Donc je me dis, ah, à mon avis, c'est la poche des os qui est en train de se rompre, tu vois. Ou du moins de percer, parce que là, j'appelle ma sage-femme et qui me dit, bon, si c'est pas les grandes os, elle me dit, prends ton, enfin, ne va pas à la maternité de suite, n'y va pas non plus dans 4 heures, mais prends ton temps, enfin, tu vois, donc je prends une douche, je me lave, je fais la sieste. Et puis, j'appelle mon copain, je lui dis, bon, là, il va falloir aller, il va falloir qu'on aille à la maternité d'ici la fin de la journée. Puis après la sieste, je me lève et j'avais mis une protection et il y avait du sang, donc ça m'a un petit peu stressé, on va dire. J'avais dit, ben viens, on file à la maternité quand même pour savoir. C'était un petit peu compliqué en première période puisque c'était mes beaux-parents qui auraient dû avoir la petite, mais mon copain s'était disputé avec eux. Donc il voulait pas qu'il garde Léonie pendant que j'étais à la maternité, donc il a fallu trouver une solution un petit peu dernier Le timing. timing, n'est-ce pas? Bon, on a trouvé la solution, etc. On va à la maternité, bim, test PCR, machin et tout, parce que voilà, vu les temps qu'on Bah ne oui, sait jamais. entre-temps Covid, hein. C'est ça. Perfusion, blablabla, elle vérifie, c'est bien le liquide qui est teinté. Elle me dit, qui est pas teinté, n'importe quoi. C'est bien du liquide amniotique. Donc elle me dit que ben, le travail, enfin, on n'est pas venu pour rien. Et puis elle me fait des analyses, elle nous renvoie 1 heure chez nous parce que le temps que les analyses arrivent, je sais plus quoi, c'était pour l'anesthésiste, je crois. Donc en attendant, ben, on rentre à la maison, enfin tu vois, je tourne un peu en rond quoi. Je reviens à la maternité, les analyses sont bonnes et puis on monte en chambre puisque du coup on me dit qu'on va me garder. Alors j'avais des contractions mais c'était très, enfin c'était entier, tu vois, c'était pas non plus, enfin j'avais pas besoin de prendre du Doliprane ou du Spasfon. Je crois que mon col était déjà ouvert à 2 et puis il était raccourci donc c'était pas mal sans non plus être super bien quoi. Donc on va en chambre, machin, et puis on s'endort devant la télé. Puis vers 11 heures, quelque chose comme ça, là, je commence à bien sentir les contractions, tu sais, celles qui piquent et celles qui te font dire, punaise, ça va arriver, quoi. Ça va s'accélérer, donc je prends la douche, tu sais, mon corps décide de bien me montrer qu'il est en train de se préparer, de se purger pour la naissance. Donc je prends la douche, et puis là, je sens que c'est quand même bien douloureux, que j'arrive de moins en moins à gérer et que les vagues de contractions arrivent c'est super rapidement et au moment où tu as envie d'insulter tout le monde, quoi. Donc ton mec, ça va, ça va, ça va. Ok, donc j'appelle la sage-femme et c'était ouais, 23 heures, un truc comme ça, et je lui demande si elle peut m'examiner parce que j'ai vraiment du mal à gérer les contractions. Puis elle m'examine, ah c'est bon, vous êtes à 6. Je dis, oh putain, ok. Non, à 5, j'étais à 5. Et donc elle me dit, on va descendre en salle de naissance. Et donc là, le trajet le plus long du monde, puisqu'il y avait l'aide-soignante aussi qui était là, ça va aller, souffler, souffler, souffler. Oui, ça va aller, façon de parler. Et, du coup, il m'installe, péridurale posée, nickel. C'était le même anesthésiste que pour ma fille. Et en 5 heures, c'était torché, quoi. Donc, du coup, ça allait beaucoup plus rapidement. Il n'y avait personne dans les salles de naissance. La péridurale a fonctionné tout ce qu'il fallait. Je pouvais mettre pareil dans cette anesthésie. C'était vraiment génial parce que je sentais les contractions et pas les douleurs, tu vois. Je pouvais me mettre ben, sur le côté, à genoux, enfin, comme je voulais, sauf debout. Donc c'était bien. Puis ça, le travail est avancé super vite puisque elles m'ont descendu, j'étais à 5 je crois, et puis j'étais dilatation complète, je crois, 2 heures après, tu vois, quelque chose comme ça. Donc ça allait quand même super vite. Et Andrea est née, c'était je crois 3 heures, je sais plus exactement, mon Dieu, quelle mère indigne. 3, Mais non. 3h30 il me semble, enfin c'était 3 heures quelque chose. Bon bref, entre 3 et 4 heures du matin. Euh, Pareil, ça c'est. Alors là, je sais que la sage-femme était un peu plus directive, donner un peu plus d'ordre, tu sais. Donc elle m'a dit Directive, ouais.
poussé en souffle, en bloquant. Je dis non, je vais tomber dans les pommes, faites-moi confiance, mais je vous dis que je tombe dans les pommes. Je lui fais confiance, je ne suis pas tombée dans les pommes. Et, pareil, un 3 poussées, c'était fini. Et là, par contre, mon mec, je lui dis, là, tu ne regardes pas, je ne veux pas que tu regardes. Et donc, il était à côté de moi. Et puis, oui, un 3 poussées, c'était fini. Et j'ai eu mon fils sur moi. Et j'ai pas non plus ressenti cette vague d'amour intense, tu sais. Mais c'était quand même plus fort que pour Léonie. Donc là, pareil. J'adore parce que vous écoutez. Je vois que vous écoutez mes podcasts parce que maintenant mes invités devancent mes questions. J'adore ça. Pardon. Ah non, non, c'est très bien. Et donc, du coup, ouais. Pardon, je t'ai J'ai coupé. pas ressenti cette vague. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille avec la psy que je vais continuer à voir maintenant parce que du coup, il y a toujours. Enfin, j'ai pas ressenti la vague, oh là, super, qui me balait tout sur ton passage, mais je me suis sentie plus connectée à lui que je l'ai été quand Léonie est née. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me fait quand même un petit pincement au cœur, quoi. Hmm. Mais bon, tout allait bien. Lui, il était en pleine forme, il est parti avec son père, le temps que mon corps décide que c'était le bon moment de perdre 1 litre de sang, tu vois. Donc, du coup, ça a été plus compliqué après. Tu refais une hémorragie. Oui, alors pareil, là c'est alors j'ai un utérus en plus qui est selon la sage-femme un petit peu flemmard après avoir accouché, puisque du coup il se contractait plus, donc l'estomac, mon Dieu. Le placenta pouvait pas être expulsé. Elle a attendu, je crois, 40 minutes. Et puis, elle n'y arrivait pas. Donc, prend le bas de combat, le gynéco, machin et tout arrive. Et là, je sais pas pourquoi, je sais plus. Les gars se sont dit, bon, on va pas refaire on va faire une rachie, on va juste refaire une péridurale un peu plus costaud. Euh, en fait, là, j'ai bien senti ce qu'ils m'ont fait. Donc, du coup, bah, c'était très douloureux, mais j'étais dans les vapes parce qu'en même temps, je perdais du sang. Puisqu'après, mon mec est revenu dans la salle et c'est lui après qu'elle m'a a sortir parce qu'il se sentait pas bien quand tu voyais tout le sang qui sortait, qui coulait. Puisqu'il me dit que ça faisait des. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Et il me dit, t'étais jaune, t'étais grise. Moi, je sentais que tu sais, que je m'endormais en fait. Enfin, que c'est Hmm. très particulier. Je grelottais, c'était le produit qu'il m'avait mis pour m'endormir en fait, pour enfin, la péri, je crois. Et puis je comprenais rien parce qu'il y avait 50 personnes dans la salle et moi j'étais là, personne me dit bonjour, c'est abusé quand même. En fait, j'étais juste en train d'essayer de me sauver. Et donc, après, le gynéco donc m'explique que mon utérus en fait ne se contracte pas et que ben, je fais une hémorragie de la délivrance, que j'ai perdu un peu. Alors, il savait pas exactement, il me dit entre 800 et 1200 cc, tu vois. Moi, j'avais aucune idée de ce à quoi ça correspondait. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'ils avaient tenté le tout pour le tout, mais que si ça fonctionnait pas, il allait falloir m'envoyer en réanimation sur Avignon, donc sur la grande maternité en fait du département, et que si c'était le cas, j'allais être séparée de mon fils. Donc là, je t'avoue que ça a été très difficile parce que dans ma tête, il y a tout qui se mélangeait. Je suis la réanimation, mais en réanimation, tu y vas quand t'es dans le coma. Enfin, moi, enfin, je pensais pas, enfin, c'était très flou. Et puis, je me disais, mais c'est pas possible, mon bébé vient de naître, je peux pas aller l'abandonner. Enfin, tu vois, j'étais complètement Hmm. dans un état second. Euh, et en plus, on m'a dit, vous allez rester dans la salle de naissance pendant 24 heures. Donc sondé, je pouvais pas me lever, etc. Puisqu'en fait, la solution qu'ils ont trouvée, c'était gonfler un ballon dans mon utérus, en gros, hein, gonfler un ballon dans l'utérus et mettre des compresses dans l'utérus pour que ça, en fait, ça, je sais plus par quel mécanisme ça Ça arrête arrête l'hémorragie. l'hémorragie, voilà. Et en même temps, ils Hmm. m'ont donné des perfusions alors je sais plus ce que c'est, la progestglande, je sais plus le nom de l'hormone là, pour faire contracter l'utérus, tu sais. Donc Prostaglandine. voilà, c'est ça. Donc je me suis tapé les tranchées plus les contractions à cause tu sais, de l'hémorragie, donc c'était génial. Hmm. Et j'ai bien douillé et du coup on m'a dit voilà, on attend à peu près 12 heures et puis on voit s'il y a 12 heures puisque du coup tu sais, ils voient avec il y a les poches qui récupèrent le sang en fait et puis ils voient si je perds du sang encore ou pas. Ils m'ont dit on attend 12 heures et après on a fait encore un point 12 heures après. En attendant, voilà, il fallait que je reste en salle de naissance. Donc un des produits qui m'avait injecté n'était pas compatible avec l'allaitement, donc je n'allais pas pouvoir allaiter mon fils de suite. Donc pareil, ça m'a mis un coup au moral, mais beaucoup moins que si on m'avait dit ça pour ma fille, tu vois.
Parce que je me suis dit, Oui. bon, ben là, j'ai pas le choix. De toute façon, c'est médical. Enfin, je peux pas. Donc, le petit a eu un biberon en bas. Après, on me remonte en salle de naissance, dans ma chambre. Et le lendemain, moins de 24 heures après, en fait, le gynéco vient me voir et me dit, c'est bon, tout roule, blabla, on va tout vous enlever. Et là, j'ai eu l'impression d'accoucher une deuxième fois parce que quand il te vide, enfin, c'est un ballon, tu sais, qui gonfle au sérum phi. Donc, Oui. d'abord, il faut qu'il le vide, qu'ils enlèvent le sérum phi, puis après, il t'enlève le ballon. Et puis, il y avait une sage-femme qui me dit, serrez-moi la main si vous voulez. Ben, je pense qu'elle l'a regretté vu l'état de sa main après parce que les doules, enfin, c'était horrible. Ah oui. L'écho, je dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est. Donc, il s'est excusé maintes fois, mais mon utérus était au taquet. Il m'a dit, c'est bon pour la troisième grossesse. Et je dis, oh là là, monsieur, comment vous dire? Il n'y aura pas de troisième grossesse. Il me dit, oh, mais ne dites pas ça. Je dis, si, je vous le dis. Bon, bref, c'était un peu capricieux et qu'il dit, voilà, si troisième grossesse un jour il allait falloir que je dise, tu vois, que mon utérus Oui. avait tendance à faire des petites hémorragies bien sympas, quoi. Donc, mis à part, voilà, moi, après, j'ai regardé sur le compte rendu, j'ai perdu, oui, 1 litre de sang et j'ai failli être transfusée, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je savais déjà que mon souhait de rester 3 jours maximum à la maternité, voire 2, n'allait pas être possible, quoi. Puisque du coup, j'étais sous surveillance un petit peu accrue et j'ai eu des perfusions de fer pour faire remonter mon hémoglobine à 24 heures d'intervalle. Donc, je suis restée 4 jours, 5 jours à la maternité, quoi, encore. Oui. Mon fils, était en pleine forme, quoi. C'était l'essentiel. Ouais, non, toi aussi, c'est essentiel. Enfin, disons que ça m'a. Mais Pour moi, le plus important, c'est que voilà, que j'ai pas été comment dire, envoyée transféré. en, en- Hmm. en réanimation, tu Loin vois. de ton fils. Voilà, et je voulais, voilà, parce qu'en plus, ça aurait voulu dire que j'allais pas voir mon fils, que j'allais pas voir Léonie. Enfin, ça, c'était Oui. inconcevable pour moi, quoi. Et alors les premiers mois pour ce deuxième postpartum, donc cette fois avec, une aînée de 2 ans, Alors, un gloire à la début nounou. assez, Voilà. Gloire à la nounou, ça c'est le. Non, parce que du coup, ah oui? oui, parce que alors, pendant mon congé maternité, j'ai pas voulu enlever Léonie de chez la nounou parce que ben, déjà quand j'étais enceinte, j'étais très fatiguée. Chez la nounou, mais ça se passait bien, mis à part ces messages, n'est-ce pas, de morsure. Mais Léonie était ravie d'aller chez la Ah oui, alors il va falloir mettre un petit peu de contexte là. nounou. Alors, j'ai une Léonie Hem, qui est très bien, qui est adorable. Ma fille l'adore et elle est déçue. Toutes les deux sont déçues que le contrat s'arrête puisqu'elle rentre à l'école là en septembre. Ma nounou avait la fâcheuse tendance à toujours me tenir au courant des moindres faits et gestes de ma fille. Et quand ma fille mordait une autre petite qui était en garde, la nounou m'envoyait toujours des messages, des photos de la morsure. Et ça me faisait, et ça me fait encore, mais ça fait longtemps qu'elle l'a plus fait, ça me faisait vriller. Parce que ça me faisait vriller en fait, puisque bah, tu peux rien y faire, je peux rien y faire. à part briefer ta fille, ce que tu faisais déjà. Voilà, ce qu'on faisait déjà. Et à part me faire culpabiliser, tu vois, ça ne servait à rien du tout. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je parlais de morsure et de nounou. Donc Léonie a été chez la nounou pendant le congé maternité. Quand j'ai accouché aussi. Après, on n'a pas voulu changer en fait son rythme. Parce que déjà, on se dit c'est difficile pour elle. Pendant 2 ans, hein, j'étais à sa disposition, pas de façon négative, tu vois, mais j'étais disponible pour elle quoi qu'il arrive. Elle était très contente d'avoir un petit frère. Elle est toujours très contente. Mais on voulait pas que sa vie quotidienne soit perturbée. Donc elle est allée chez la nounou, comme d'habitude. Elle était ravie d'aller chez la nounou. Donc heureusement que la nounou était là parce que devoir s'occuper d'une enfant de 2 ans et demi, enfin 2 ans à l'époque, hein, elle a 2 ans tout pile, plus d'un nouveau-né, honnêtement, je sais pas comment font les gens. Parce que c'est le week-end, j'en chiais, tu vois, quand il n'y avait pas mon copain. Ouais. Mais c'était un postpartum beaucoup plus zen. Déjà, je pense que c'est ton deuxième, donc forcément, il y a des choses que tu fais différemment de ton aîné. Et puis, Andrea, les 2 premiers mois, puisqu'après ça a bien changé, c'était un bébé qui tétait vite, bien et qui dormait. Donc, tu Ça, vois, c'est chouette. c'était. Puis tu avais plus tous les groupes, qui te culpabilisaient à mort aussi. Comment? Tu avais plus tous les groupes qui te Non. culpabilisaient à mort. J'avais plus tous les groupes, tu vois, donc en fait, je m'en fichais. Enfin, j'étais beaucoup plus détendue. Je savais que j'avais allaité ma fille quasiment 2 ans.
22 mois précisément, donc je savais que mon corps était capable de le faire. Je savais comment ça fonctionnait, même si tous les bébés sont différents. Et puis voilà, j'étais plus zen en fait. Donc Andrea, t'étais en 5 minutes, tu vois, c'était bien efficace puisqu'il a vite grossi, repris son poids de naissance et l'a dépassé. Il t'était en 5 minutes, je le posais dans son couffin, le gars il dormait 2 heures. Oh, le luxe. Voilà, chose qui était pour moi, enfin je découvrais un monde, tu vois. J'avais entendu parler de ces bébés qui dormaient comme ça et tout, mais je ne connaissais pas. Et là j'ai découvert que c'était une espèce, certes menacée, mais pas non plus en voie d'extinction. Donc c'était un truc pour moi, enfin révolutionnaire quoi. Donc le postpartum était beaucoup plus doux. Euh, et c'est après que j'ai commencé à, on va dire, à piquer du nez, mais voilà, les 2 premiers mois c'était bien. J'avais l'impression d'avoir une vie en fait, tu vois, de faire des trucs pendant que mon bébé dormait, alors que avec Léonie c'était même pas envisageable quoi. Hmm. Donc tout se passait bien, enfin il était bien, tout était nickel. Et puis il a eu 3 mois à peu près, il a commencé à avoir des temps d'éveil beaucoup plus longs. Et là c'était impossible de le poser et qu'il s'endorme d'un coup quoi. Donc là je l'ai un peu mal vécu dans le sens où je me disais punaise, il m'a montré qu'il était capable de faire ça, tu sais. Et puis là, ben, on repart dans les travers d'un bébé qui dort que sur toi, quoi. Donc ça a été compliqué dans le sens où j'en ai voulu à mon fils et puis m'en suis voulu d'en vouloir à un bébé de 2 mois, quoi. Et puis après, j'ai relativisé, je me suis dit, bon, mais c'est bon, pendant 2 mois, tu as profité, entre guillemets, où tu as pu faire des choses. Maintenant, ben, tu sais que voilà, ça va être comme ça, et il va avoir besoin de toi pour s'endormir, c'est un bébé, et puis bon, ben, ça passe, hein. Je veux dire, maintenant, ma fille, elle s'endort seule, elle dort toute seule, quoi. Donc voilà. Ça a été, ça a été difficile entre guillemets parce que ben, je m'étais habituée à avoir 2 heures de temps pour moi matin et après-midi quoi. Oui, bah oui, revenir en arrière, ça pique, hein. Revenir en air, voilà, ça pique, même si honnêtement on n'est pas non plus à plaindre pour les nuits. Et puis c'est un bébé qui est très jovial, qui sourit à tout le monde, enfin qui n'a rien à voir avec sa sœur au même âge, donc ça aide aussi quoi. Il est zen, il est chouette quoi. Bon, c'était quand même difficile au début. Eh ben, aujourd'hui, Andrea a quel âge? Aujourd'hui, il va avoir 6 mois, là, le 23. Et il est en pleine forme. Il est chez une super nounou aussi. Euh, Pas la même? Pas la même, puisqu'elle déménage et Ah oui, géographiquement, par rapport au lieu d'habitation ou au travail, c'est pas possible. Ce qui est dommage, puisque moi, enfin, c'était prévu que mes 2 enfants aient chez la même nounou, mais c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Et puis, je te dis, il a trouvé une super nounou. Chez qui ça se passe ça c'est chouette. super bien aussi. Il est en pleine forme et il ne s'endort pas seul. Mais bon, écoute, c'est pas grave, hein, ça viendra un jour. Voilà, il est éveillé, il a une grande sœur qui est à fond sur lui, un peu trop parfois. Il a un grand frère aussi s'occupe bien de lui, donc il est en pleine santé, quoi. Il est comblé, il est heureux. Et toi? J'espère. Toi, comment tu vas? Alors moi, c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, puisque niveau couple, c'est plutôt bas, on va dire. C'est difficile, difficile à gérer. Je pense que ça ira mieux quand certaines choses auront été réglées. Moi, j'avais revu la psy de la maternité, puisque j'ai eu encore des phobies d'impulsion euh, pour cette naissance, pour ce deuxième enfant, et des phobies surtout dirigées envers ma fille. Donc, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et j'ai eu du mal à gérer, j'ai encore du mal comment dire, à accepter d'avoir eu des pensées très négatives envers elle. Alors, je sais que c'est, après en avoir discuté avec des amis qui ont eu 2 enfants, hein, je sais qu'on a un côté, on va dire, animal à défendre, à protéger son nouveau-né de ses aînés. Mais c'est vrai que ça a été difficile, et c'est encore difficile pour moi de. Maintenant, moins parce qu'Andrea, il va avoir 6 mois, donc c'est plus un nouveau-né, tu vois. Mais les premiers mois d'avoir. D'imaginer, je sais pas, attraper le bras de ma fille et lui faire mal pour qu'elle arrête de crier sur son frère de 1 mois, par Hmm. exemple, ça a été difficile pour moi d'accepter, d'avoir ce genre de pensée. Et voilà, donc j'ai eu les phobies d'impulsion qui sont revenues puissance 10.
Et puis après, la psy de la maternité a eu des soucis de santé et puis elle était absente, donc j'ai pas pu continuer un suivi. Mais là, je vais rentamer un suivi avec elle et puis à défaut en libéral parce que j'ai beaucoup de choses à régler, mine de rien, dans ma maternité et dans ma vie en général pour aller mieux, quoi. Mais ça va le faire, Mmh. j'espère. C'est le début du processus. Oui, voilà, on va essayer. Ouais, c'est compliqué là maintenant, mais il faut que je sois un petit peu égoïste et que je pense à moi, tu vois. Oh oui, c'est important. Ça C'est fait important. 3 ans, mine de rien, depuis ma première grossesse où je suis dévouée corps et âme à mes enfants. Et ben, mine de rien, c'est pas forcément l'idéal. Alors, encore une fois, ça peut correspondre à 100% à certaines personnes. Il n'y a aucun souci. Moi, je juge pas, je le respecte. Mais c'est vrai que là, moi, ça me correspond de moins en moins. J'ai besoin de me retrouver moi. J'ai besoin de retrouver mon corps, enfin de l'accepter. Et j'ai besoin de retrouver mon couple aussi. Et voilà, d'entamer, on va dire, une reconstruction générale et d'avoir un regard beaucoup moins critique et beaucoup moins jugeant vis-à-vis de ma maternité, en fait, tout simplement. Mmh. Et ma relation. Bah, c'est tout le mal que je te souhaite, hein. Non, mais oui, j'espère. Bon, sans surprise, tu connais ma question de fin. Oui, vas-y, Ah, si tu vas-y. pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Euh, alors, le pire, c'est que je la connais, ta question, hein, mais je trouve que c'est une question qui n'est pas évidente à répondre parce qu'il y a. Alors, dans notre société, si on arrête de blâmer et de mettre la faute sur les femmes en général, tu vois, surtout, il y a un truc. C'est tout est la faute des femmes, en fait. Tout est la faute des. Oui, tout est notre faute. S'il y a. Je sais plus, il y a pas longtemps, il y avait un article. Enfin, je sais plus, mais tu vois, pareil, il y a des trucs horribles qui se passent. Je sais plus quand il y avait le scandale Buitoni, tu sais là. Eh ben Oui, ah oui, oui, oui. c'était la faute aux mamans des enfants qui sont décédés ou qui ont été à l'hôpital parce qu'elle leur avait osé leur donner une pizza surgelée. Oui. Je veux dire, tout est la faute de la femme quoi qu'il arrive depuis l'Antiquité. J'ai envie de te dire depuis tout, voilà. Donc faut arrêter de blâmer la femme. Nous blâmer en fait pour quand tout va mal et quand tout va bien, ben, c'est la faute, c'est grâce aux hommes. Donc c'est mais voilà, toujours sur ce côté un petit peu et puis la charge mentale, tout ça quoi, qu'on nous laisse tranquille. Ah bah, le patriarcat, Et quoi. voilà le patriarcat qui mais bon, je pense qu'on en a hélas encore pour des années, Oh oui, des oh siècles oui, hein. je Regarde, suis ça fait d'accord. combien ça fait des millénaires que ça dure hein. Pourquoi changer, j'ai envie de te dire. Donc C'est voilà, clair. ce que je changerais, voilà, toujours pareil, patriarcat, tout ça, mais bon après et qu'on nous laisse tranquille sur nos choix, tu vois. Ouais. Bah, le patriarcat. Bon, vraiment, on en est là, hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, quoi, que ça, ouais, à bas le patriarcat. Et que ce soit dans dès la petite section de maternelle, tu vois, de travailler sur ça. Ouais, ah ça, c'est une très, très bonne idée. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Camille. Et de rien. Désolée pour tous les. On a réussi enfin, hein, punaise. Oui, les techniques étaient un peu compliquées au début, mais on s'en Mais est qu'est-ce que je vais sortis. faire de ces écouteurs, du coup, moi, maintenant, tu vois? Qui... Ah, jette-les. Punaise, c'est pas possible. Bon, là, là. Non, mais bon, l'essentiel, c'est qu'on a réussi. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. On pourrait croire que les réseaux sont à bannir, comme j'ai souvent entendu que les forums étaient à bannir, et je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a du très très bon sur les réseaux, sur internet, le problème étant de le trouver. Et je remercie tous ces comptes Instagram car je ne connais que ce réseau, comme PRGR le blog, le compte de Marie Chétry, que tu peux retrouver épisode 14, pour ne citer que celui-ci d'aller débunker toutes ces injonctions, ces allégations fausses ou incomplètes et qui aident à redonner confiance aux mères. Je t'attends sur mon Instagram Première Couche pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me rejoindre sur Patreon ou tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que peut-être il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!